Bienvenue dans cette nouvelle série de podcasts d'Alternatives économiques, une série consacrée aux journées de l'économie autrement qui ont eu lieu à Dijon les 28 et 29 novembre 2025. Les idées qui changent la vie, quelle boussole face aux tempêtes et crises, comment retrouver du commun. Les journées de l'économie autrement, c'est 2 jours de débat pour agir dans un monde bouleversé. Dans cet épisode, vous allez découvrir des territoires résilients et leur capacité d'action face aux incertitudes. Une table ronde animée par Diane de Maréchal, responsable des enjeux territoriaux à l'Institut pour la recherche du groupe Caisse des dépôts. Bon, je vous propose qu'on démarre. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je suis Diane de Maréchal. Je fais partie de l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts. Donc l'Institut pour la recherche, on a un service qui est rattaché à la direction de la communication des partenariats et en fait, on soutient des projets de recherche, toute une diversité de projets de recherche sur toute une diversité de sujets aussi, puisque la Caisse des dépôts adresse un nombre très important d'activités. Et on est partenaire des JEA et en fait, les journées de l'économie autrement, c'est l'occasion de pouvoir valoriser et aussi diffuser des résultats, des projets de recherche que l'on soutient. Et c'est donc dans ce cadre-là qu'on a souhaité, vous me dites si vous ne m'entendez pas bien, qu'on a souhaité organiser cette table ronde qu'on a appelée Vers des territoires résilients, quelle capacité d'action des territoires face aux incertitudes. Et pour cela, j'ai donc 3 intervenants autour de moi. Alors, on a Nicolas Portier, donc qui enseigne au sein de l'école urbaine de Sciences Po, il a un palmarès très très long, donc je ne vais pas tout dire, mais Nicolas n'hésite pas à me compléter s'il y a besoin. Il a été délégué général d'Intercommunalité de France, donc l'ex-ADCF. Il préside aussi le Cercle pour l'aménagement des territoires. On a notamment réalisé avec lui, mais il nous en parlera. Je vous invite à aller regarder. On a un site internet, Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts, sur lequel vous pourrez trouver les ressources de ces projets de recherche qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc il y en a 2 dont il va nous parler tout à l'heure et que vous voyez là à l'écran. Hop, je reviens sur mes petits. On a Alexandre Monin, donc qui est philosophe, enseignant, chercheur, qui travaille sur les sujets de redirection écologique. Il accompagne aussi un projet de POPSU transition à la métropole de Nice Côte d'Azur. Et on travaille avec lui notamment, je le mets ici, sur un projet d'observatoire de la redirection écologique. Donc il va nous en parler également et nous montrer notamment une belle cartographie. Et puis, je vais y arriver. Et puis Pierre Musso, qui est ingénieur des ponts, des eaux et forêts, avec lequel on travaille à la COP des communs, puisque nous travaillons beaucoup sur les sujets d'approche par les communs. Et il va nous présenter aussi des travaux qu'on a réalisés ensemble. Donc ça, c'est le dernier, mais il y en a eu un autre avant sur les communs et les collectivités locales. Donc c'est la façon dont on organise en fait des gouvernances locales autour de l'approche par les communs. Voilà, je vais pas être plus longue parce qu'ils vont pouvoir vous présenter ça de façon assez détaillée. Ce que je voulais vous remettre, c'était simplement, voilà, là, c'est le petit texte qu'on a écrit pour présenter la conférence qu'on voulait faire lors de cet échange. C'était d'échanger autour des sujets de transformation des territoires dans ce contexte qui est un contexte d'incertitude permanente au niveau social, écologique, politique, international. Et on va parler, en fait, tous ensemble de la capacité d'action sur les territoires dans ce contexte, des capacités de résilience, dans quel cadre, pourquoi faire, avec qui, comment, quelle articulation entre les différentes échelles. Donc avec nos 3 intervenants, vous allez voir qu'on va avoir des complémentarités entre les différentes approches. Et donc on va démarrer tout de suite avec une première question qui s'adresse à chacun d'entre eux sur. Alors vous savez qu'il y a beaucoup de discussions, de sujets autour de qu'est-ce que c'est qu'un territoire résilient et qu'est-ce que c'est que la résilience. Donc, on ne va pas rentrer dans un débat sémantique, mais je voulais quand même interroger chacun d'entre eux sur ce que ça veut dire pour eux être un territoire résilient. Donc, Pierre, si tu veux commencer.
Merci Diane. Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux d'être présent aux Journées de l'économie autrement. Et pour répondre à ta première question, moi je vais revenir sur mon expérience à la ville de Paris. En fait, je travaillais à la ville de Paris jusqu'en 2022 et j'ai travaillé notamment sur la stratégie de résilience de la ville de Paris. La première stratégie a été élaborée en 2017. Donc comme ça, je peux prendre une définition qui figure dans cette stratégie. La résilience urbaine, hein, on parle évidemment d'un territoire urbain, et la capacité des personnes, communautés, institutions et entreprises au sein du territoire à mieux vivre, s'adapter et se transformer, quels que soient les chocs qu'elles subissent, en réduisant les stress chroniques auxquels elles sont confrontées, dont certains constituent des changements irréversibles. Voilà une définition un peu complète de la manière dont on a abordé la résilience à Paris. Et donc il y a beaucoup d'actions dans ces stratégies de résilience, mais je voulais souligner l'une d'entre elles parce que c'est celle qui m'a le plus intéressé. C'est aussi pour cette raison que j'ai poursuivi à la COP des communs. C'est que dans cette stratégie de résilience, on parle on a des actions dédiées aux solidarités de voisinage, aux questions de liens de proximité qui seront des ingrédients clés de la résilience sociale. Et là où on a parlé de commun, c'est quand on a fait un travail avec la sociologue Camille Arnaudin dans une étude avec la 27e région, donc la ville de Paris. Et cette étude a été menée sur 4 terrains parisiens, dans 4 arrondissements, dans 2 arrondissements, mais 4 initiatives dans des tissus urbains variés, dans des quartiers populaires, mais aussi dans quartiers plus bourgeois, et montre un certain nombre de points communs. Et surtout, on y voit ce que donc Camille Arnaudin appelait déjà la pratique en commun, en qualifiant des activités comme jardiner, cuisiner, faire de la couture. Et elle souligne que c'est dans ces gestes, dans cette pratique du commun répétée, que se fabriquent les liens et que se fait l'apprentissage collectif. C'est une approche qui a été poursuivie par l'APUR, l'atelier parisien d'urbanisme, sur 3 initiatives en Seine-Saint-Denis. Et en fait, ces différents travaux ont donné des pistes pour cette stratégie de résilience, des pistes à destination des collectivités, pour nourrir le partenariat entre collectivités et des initiatives citoyennes de proximité. Et ces pistes ont été reprises pour l'essentiel dans la nouvelle stratégie de résilience de la ville de Paris qui a été adoptée l'été dernier. Donc c'est donner de la visibilité aux initiatives citoyennes, lever des obstacles administratifs, mettre à disposition des espaces. Voilà quelques exemples qui illustrent ce que c'est dans une stratégie de résilience d'une collectivité de travailler avec cette pratique du commun, avec ces initiatives collectives. Merci Pierre. Nicolas, même exercice. Oui, j'ai une question un peu piège. J'aurais un éventail de préoccupations, mais en quelques mots, qui me semble être un territoire résilient, c'est quand même un territoire avec, c'est pour moi à décliner avec des enjeux sociaux, environnementaux, économiques. Donc, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est les enjeux de cohésion sociale et intergénérationnelle par les temps qui courent. Et je m'inquiète. C'est d'arriver à travailler la couture, l'entraide dans un territoire et éviter les phénomènes un peu croissants de ségrégation spatiale. C'est l'efficacité des services publics, la qualité des actifs qui vont être exposés en effet au changement climatique. Quand je dis des actifs, c'est les actifs publics. On va en parler tout à l'heure avec notamment les communs. Les villes, les territoires, il y a beaucoup de communs à soigner, à protéger, à valoriser. Ça fait de la richesse collective dont un territoire profite largement. Et puis, le capital social. Le capital social, c'est de l'énergie associative, de l'énergie entrepreneuriale. C'est aussi un modèle économique pertinent qui permet quand même à chacun de trouver sa place avec des emplois à valeur ajoutée, avec des revenus corrects, avec une circulation aussi des richesses dans le territoire. Et c'est ce qui fait pour moi, en effet, un territoire résilient d'un point de vue économique. Excellent. Et merci aussi pour cette invitation. De mon point de vue, et sans faire de sémantique, mais disons qu'un territoire résilient du point de vue de la redirection écologique, ce serait un territoire où ce sont des territoires qui actent que tout ne pourra pas être maintenu demain, que ce soit du point de vue de l'adaptation ou de l'atténuation, toutes les infrastructures, tous les modèles économiques et autres éléments vont être directement bouleversés par les enjeux notamment d'adaptation, et puis qui actent aussi que peut-être il ne faut pas non plus tout maintenir
pour garantir des conditions d'habitabilité et donc qui explore de nouvelles façons de faire, des alternatives pour répondre à des situations qui sont très largement des situations inédites qui se posent à l'échelle de ces territoires. On y reviendra, hein, mais que ce soit des territoires de montagne où il faut imaginer ne plus dépendre économiquement de la neige, que ce soit le recul du trait de côte qui implique des déplacements de population, des déplacements urbains, etc., que ce soit des territoires où il y a un manque d'eau qui devient de plus en plus chronique, et donc forcément ça interroge aussi sur ce qu'on peut continuer à faire ou non à l'échelle de ce territoire, ou que ce soit encore d'autres territoires qui envisagent de ne plus faire certains projets qui autrefois n'étaient pas discutés et qui aujourd'hui en fait s'avèrent être non viables. Et donc voilà, il faut être en capacité de répondre à toutes ces problématiques qui émergent aujourd'hui et qui vont se généraliser demain, et donc aussi prendre en compte, je rejoins ce qui vient d'être dit, des enjeux de justice. Et pour ça, c'est vrai que la redirection insiste beaucoup sur une notion qui est la notion d'attachement, c'est-à-dire prendre en compte les attachements des personnes, les dépendances, si on veut, que ces personnes connaissent. Un attachement, hein, c'est ce à quoi on tient, ce qui nous tient. Donc voilà, voir comment toutes ces transformations vont impacter finalement les attachements des populations concernées, et donc de ce fait, essayer de regarder comment est-ce qu'on peut agir de la manière la plus juste possible. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va commencer avec Nicolas qui va nous décrire, alors à partir de ses travaux que j'ai évoqués tout à l'heure, et son expérience notamment des collectivités, sur le rôle en fait des collectivités locales dans les transitions et surtout le contexte actuel dans lequel elles évoluent. Merci Diane. Il m'a été demandé en effet de parler des enjeux d'implication des territoires dans le grand chantier de la planification écologique. Alors en effet, tu as évoqué plusieurs travaux que je conduis. C'est à la fois un programme d'études sur cette nouvelle planification écologique. Et ce qu'elle a de nouveau, à mon avis, c'est ce que j'appelle la descente d'échelle, c'est d'aller au plus près des territoires. Et j'ai un autre travail, mais qui peut intéresser les journées, qui vient de paraître aussi, sur la concentration, et ça rejoint le sujet sur la résilience économique des territoires, sur la concentration extravagante de l'économie française depuis 25 ans. En termes, là, je parle de concentration à la fois géographique, mais aussi capitalistique. Et ça, en effet, ça me préoccupe beaucoup, dans tous les domaines. Mais là, je vais être aujourd'hui maintenant, essentiellement sur la planification écologique, ce qu'on appelle la descente d'échelle, en partant des grandes données. Déjà, il faut rappeler à nos concitoyens qu'on progresse quand même. Parce que tout le monde, aujourd'hui, a le moral dans les chaussettes. On a l'impression qu'on ne fait rien. C'est pas vrai, on ne fait pas rien. Heureusement, les gros pays gloutons, consommateurs repus des sociétés développées ont commencé à faire des efforts. Parce qu'il y a les émergents qui, eux, ont des besoins, se développent et consomment beaucoup, émettent beaucoup. Et il faut faire de la place. Donc il faut décarboner tout le monde. On vient de passer les 10 ans de l'accord de Paris. Et il ne faut pas désespérer la planète. Il y a des avancées. Pas suffisantes. Il va falloir accélérer. Il va falloir embarquer tout le monde, ne pas exclure, mais on avance quand même. Alors, ce que vous avez certains d'entre vous doivent le connaître à l'écran, c'est notre trajectoire en discussion. On prend du retard en France sur notre trajectoire nationale de décarbonation. Donc, les histogrammes sont par grand secteur. C'est ce que le secrétariat général à la planification écologique, créé en 2022, a commencé à modéliser. Il a fait un énorme travail de recensement, de modélisation. Qu'est-ce que ça montre ? Sur les histogrammes, vous voyez complètement à gauche, que ce soit dans le transport, l'agriculture, nos émissions en 1990. Puis ensuite, vous avez une colonne 2019, 2023, et la dernière colonne, c'est la cible, c'est 2030. C'est une cible intermédiaire, puisque nous sommes engagés au niveau mondial par l'accord de Paris, nous sommes aussi engagés au niveau européen par ce qu'on appelle le pacte vert, avec une ambition de baisser, et c'est pas rien, de 55% nos émissions en 2030 par rapport à 1990. C'est un pas de géant. Donc vous avez les valeurs cibles à droite dans les différents histogrammes. Ce qui a progressé, vous pouvez le constater, c'est l'industrie, l'énergie. Alors c'est pas vrai en Outre-mer, en Corse, parce qu'ils ont encore une énergie très carbonée, mais sur le continent, enfin dans l'Hexagone, nous avons déjà effacé nos centrales thermiques les plus polluantes, les plus émettrices. Nous progressons, nous avons aussi une électricité. Ce que nous produisons, c'est beaucoup d'électricité et on importe beaucoup de fossiles. On y reviendra. Mais pour le moment, ces calculs se font en ce qu'on appelle des émissions territoriales. Ce qui pose d'autres problèmes d'un point de vue économique, c'est qu'on a une partie de notre empreinte carbone qui est dans nos importations, comme vous le savez. Mais ce qui a beaucoup baissé, c'est nos émissions industrielles.
en partie à cause des délocalisations, mais aussi en termes d'évolution des procédés, de progrès, de changement de mode énergétique. On a eu quand même des gains très importants. Ces gains, on ne pourra plus les refaire. Donc il faut trouver des gains ailleurs. L'industrie continue à se décarboner. Elle est très concentrée en France. L'industrie très émettrice, dans le Nord-Pas-de-Calais, les Hauts-de-France, dans l'Axe Seine, à Fos-sur-Mer, vous avez l'essentiel des émissions industrielles françaises. Dans le bâtiment, on a pas mal progressé par les nouvelles normes thermiques. On a progressé beaucoup dans ces dernières années aussi dans les rénovations. Ça, on a des rythmes, on peut faire mieux encore. Et puis on a beaucoup progressé dans le flux énergétique. On arrête le fuel, etc. Les pompes à chaleur nous ont permis de gagner, de respecter grosso modo nos budgets carbone, comme on dit dans le jargon. On n'est pas loin d'avoir tenu notre trajectoire en émissions brutes. Il faut nuancer que les émissions brutes, c'est avant la comptabilité des puits carbone. Quand on reprend les émissions nettes, et là c'est moins bon, les nouvelles sont moins bonnes, c'est que nos puits carbone, je parle dans une grande région forestière, nos puits carbone forestiers se dégradent. Voilà. Donc ils continuent de séquestrer, mais là, les émissions dites négatives, les pompes carbone de notre vivant, de nos prairies, de nos haies, de nos forêts, de nos sols, sont moins efficaces. Et ça, c'est une préoccupation assez récente qui préoccupe cette région, la région voisine du Grand Est, etc. L'agriculture progresse, ce n'est pas du CO2, l'agriculture c'est du méthane, c'est l'élevage qui se contracte, c'est aussi les produits azotés, les fertilisants, et là, ça ne peut pas progresser, une part est incompressible, donc il faut la relier à la fonction de séquestration des modèles agricoles, mais on ne veut pas progresser aussi vite qu'ailleurs, il faut bien le comprendre. Ce qui n'a pas du tout progressé sont nos mobilités, même si les moteurs progressent, l'explosion des mobilités compense, c'est un peu un effet rebond. Et donc, on a un gros enjeu de décarbonation des mobilités avec les espoirs d'assurer plus de report modal sur le transport ferroviaire, les transports collectifs, plus de mobilité active, un meilleur usage des véhicules qui sont trop en autosolisme, etc. Et puis surtout l'électrification qui commence. On est à 25% cette année d'électrique dans les nouvelles immatriculations. C'est pas mal, mais la révolution est encore attendue pour transformer quand même de fond en comble les mobilités. Donc encore une grande dépendance aux fossiles, 60% de nos consommations d'énergie. L'électricité, je dois le rappeler tout le temps, ce n'est que 25%. Donc il y a une petite bagarre à nouveau entre le nucléaire et les filières renouvelables parce qu'on a du mal à électrifier nos usages. Donc on a des petits conflits. Alors, ce qui m'intéresse dans la descente d'échelle, c'est que ces données-là, on les connaît, nationales, mais on ne faisait pas assez de territorialisation, et donc on raisonnait de manière un peu symétrique entre les territoires. Bon, en fait, tout le monde n'a pas la même feuille de route, la même signature carbone. Ce graphique, peut-être, je vais le commenter, distribue, si vous voulez, les émissions de chaque région. Donc, vous avez des régions dont les émissions sont essentiellement d'origine industrielle. Je pense aux régions que j'ai citées tout à l'heure, Hauts-de-France, la Normandie, la région sud, ça peut monter à plus de 40% de leur bouquet d'émissions, alors que c'est infime en Île-de-France. D'autres régions, c'est plutôt l'agriculture, qui apporte énormément d'émissions, je pense à la Bretagne. Pour d'autres régions, comme l'Île-de-France, ça sera essentiellement le résidentiel, le bâtimentaire. Dans d'autres régions, ça sera la part des transports, parce que c'est des grands corridors logistiques, donc avec beaucoup de transit. Dans les émissions de transport aussi, il y a tout le transit, il y a les camions, qu'on va mettre du temps d'ailleurs à électrifier. Bon. Donc en effet, ces bouquets d'émissions ne sont pas les mêmes, ce qui nécessite justement d'avoir une lecture géographique, territoriale, de descendre d'échelle, et c'est ce qu'on demande de plus en plus aux régions dans le cadre de leurs schémas régionaux d'aménagement, de développement, d'égalité des territoires, donc de la planification régionale qui a été simplifiée depuis une dizaine d'années, qui progresse, qui est de plus en plus précise, avec des objectifs aussi très importants sur à la fois la stratégie de décarbonation, donc ce que je viens de présenter ici, qui constitue ce qu'on appelle la stratégie nationale bas carbone et qui a des compléments avec la programmation pluriannuelle de l'énergie qui est en ce moment bloquée, qui a pris 2 ans de retard, c'est préoccupant. Et puis la stratégie d'adaptation au changement climatique, ça forme ce qu'on appelle la stratégie française énergie-climat. Donc c'est un triptyque de documents, mais qui ne parle pas beaucoup aux vrais gens, aux élus locaux, quand ça reste national. Quand on descend d'échelle, quand on arrive au niveau régional, on a déjà un peu plus de capacité de visualiser les efforts à faire qui vont tous nous impacter, les entreprises, le monde associatif, les administrations, les ménages, etc. Alors, on a été engagé il y a 2 ans maintenant, ça a commencé pas loin d'ici en Grand Est, des COP régionales, sur un peu l'esprit des COP mondiales, pour associer les parties prenantes. Et donc, c'est les travaux de ces COP que j'analyse avec les défis thématiques,
comment ces concertations ont eu lieu. Malheureusement, elles ont été prises à revers en 2024 par un changement de climat, je fais un mauvais jeu de mots, marqué par les manifestations agricoles, par les baisses de budget, par ce que certains appellent le backlash écologique, le retour en force des guéguerres entre le nucléaire et les énergies renouvelables. Tout ça a créé une nouvelle ambiance un peu moins porteuse, mais qu'à un cas, les choses ont progressé, les feuilles de route sont sorties. C'est là-dessus que je travaille sur le 3e rapport, c'est de comparer ces feuilles de route, de voir leur contenu, leurs priorités. En tout cas, on a commencé à régionaliser les trajectoires, à discuter services de l'État, les régions, les collectivités départementales, les intercommunalités, les communes, les fédérations professionnelles, les réseaux d'entreprises, le monde associatif, à participer. C'est un peu des sachants de ces organisations. Donc pour le moment, ça n'a pas été très grand public et on peut le regretter. Parce que je pense qu'il y a matière à relancer, de faire savoir davantage ce qui s'est dit, ce qui est proposé dans ces différentes COP. En parallèle de ces COP, nous avons 2 exercices qui peuvent être reliés, dont je parlerai très, très rapidement. C'est un exercice compliqué d'atterrissage de nos ambitions en matière d'énergie renouvelable, de toute nature. Les fameuses éoliennes, les panneaux photovoltaïques, mais les méthaniseurs, la géothermie, le bois, qui est la principale énergie renouvelable à ce jour, etc., pour essayer d'avoir des bouquets d'énergie complémentaires, pour surtout, avant d'aller concurrencer le nucléaire, ce qu'il faut, c'est surtout déjà aller exclure les fossiles. Remplacer les fossiles, c'est la priorité. Alors ça, c'est un exercice qui est passé par les communes, avec des zones d'accélération, dont je parlais tout à l'heure, des zones d'accélération des... Oula, qu'est-ce que je fais pardon, je suis pas à droit. Les zones d'accélération des énergies renouvelables, toutes les communes, il y a eu un certain nombre, on le verra, de communes, certaines sont en retard, mais qui ont proposé des zones privilégiées pour accueillir des installations. Voilà. De manière à ce qu'on associe les populations, les élus en premier lieu, et qu'on ait une concertation, des propositions qui sont faites à des comités régionaux, qui voient si ça suffit, si c'est pertinent, si on pourra raccorder par exemple les énergies électriques, les installations au réseau, etc., etc. Et ensuite, il y a un deuxième aller-retour entre ces comités régionaux et les communes, avec leurs intercommunalités. Et puis en parallèle aussi, on a révisé les schémas régionaux d'aménagement des territoires pour aussi l'autre défi qui a beaucoup fait parler de lui depuis 3 ans, c'est le fameux ZAN, le zéro artificialisation nette, avec l'impression, des malentendus, une gymnastique réglementaire très compliquée, des désaccords sur la façon de compter les artificialisations foncières ou les consommations, etc. Donc j'en dirai 2 mots, il faut que j'avance. Donc les feuilles de route, voilà, je les illustre. Donc il y a un rapport qui en présente un peu les enjeux, la méthode, les grands défis sectoriels, qui est déjà disponible sur le site de l'Institut pour la recherche, donc, que je remercie encore de manière appuyée pour son soutien. Un deuxième rapport qui est davantage centré sur les modèles économiques. Tout ça, ça coûte combien? Est-ce que derrière, il y a des économies? Le nouveau modèle énergétique, les renouvelables, c'est quoi? Bon, j'ai essayé de regarder, et puis j'ai élargi aux questions d'eau, de ressources, de biodiversité. Les mobilités, ça représente quoi, cette bascule sur l'électrification, sur des transports collectifs? Bon. Donc il y a un rapport plus économique. Et le troisième, ça sera l'exploitation de ces feuilles de route, leur comparaison, les engagements, la façon de formaliser les engagements, les préférences aussi qui s'expriment dans les régions, qui ne sont pas les mêmes, notamment sur les questions, par exemple, de production d'énergie renouvelable. J'ai oublié de citer tout à l'heure, bien sûr, nos vieux barrages, qu'on va enfin pouvoir moderniser pour renforcer leur capacité, notamment de stockage. Parce qu'on a quand même un potentiel hydroélectrique important. Alors, cette approche régionale, elle a besoin de descendre encore au niveau plus fin, très important. Et on a un réceptacle aujourd'hui qui s'appelle les plans climat, air, énergie territoriaux, qui résonnent, sont pensés en adéquation avec d'autres documents de planification, de programmation, que sont les plans locaux d'urbanisme, que sont les plans de l'habitat, etc. On manque pas de documents en France. On est plutôt en train d'essayer de les fusionner. Mais en tout cas, pour essayer d'être optimiste, c'est que c'est en train d'avancer. Et là, j'ai pris Anne Hébert, qui est dans la salle, la région Normandie. En vert foncé, c'est là où ils sont adoptés. Et puis dans les verts clairs, c'est en cours. Mais en tout cas, les régions se couvrent à l'échelle des bassins de vie, d'une intercommunalité ou plusieurs, de ces documents stratégiques où là, on commence à rentrer vraiment dans le dur. Comment on rénove l'habitat, comment on déplace on organise les transports collectifs, notamment du quotidien, comment on produit des énergies, réseaux de chaleur, que j'ai pas cité tout à l'heure, mais qui sont très importants pour les collectivités, comment on refait des haies, comment on transforme les modèles agricoles. Donc en effet, c'est là où on prend des engagements très opérationnels avec des objectifs de baisse d'émissions et on agit sur des leviers qui sont pas tous au niveau local, mais beaucoup sont au niveau local.
Parce que c'est là où il faut accompagner, on avait un débat à l'Assemblée nationale avec l'ANA hier, c'est là où il faut accompagner les particuliers, mais aussi les copropriétés, c'est là aussi pour rénover leurs bâtiments, c'est là où on peut faire des choses avec les chefs d'entreprise, parce que ça progresse pas très vite, là, le parc tertiaire, comme on dit, en termes de rénovation et de réduction des consommations énergétiques. C'est là où on peut être, bien sûr, dans la gestion des sols, dans la renaturation des sols, c'est là où on gère l'eau, beaucoup. Donc il y a beaucoup à faire dans les territoires, et les territoires ont besoin d'être aidés, mais rien ne se fera sans une très très forte approche territoriale de ces sujets, avec bien sûr aussi les sujets très sensibles d'économie circulaire en matière de déchets, les déchets des ménages, mais aussi les déchets des industriels, puisqu'on a aussi une grosse empreinte matière. Nous avons une empreinte carbone, mais nous avons aussi 14 tonnes par habitant de consommation matière. Et là, on peut faire beaucoup mieux. Voilà. Dans le réemploi, dans la durée de vie des biens, déjà, dans la sobriété des consommations, mais aussi dans le réemploi, dans le recyclage, de la valorisation énergétique des déchets, etc. Et puis, alors, donc les plans climat, ce qui est en train de se faire, c'est, j'ai dit, les zéro artificialisation nette, c'était cet objectif de sobriété foncière, de réduire nos consommations par 2 à très court terme et d'aller vers une artificialisation net zéro en 2050. C'est une ambition qui, sur le principe, n'est pas trop contestée. C'est dans la manière de répartir les efforts. Et là, on tombe sur les enjeux de transition juste. Comment on partage le fardeau? Est-ce que c'est les mêmes qui vont assumer les nuisances des installations, etc. Comment on se partage les efforts? Comment on compte les choses entre les émissions territoriales? Est-ce qu'un territoire qui est traversé par une autoroute et qui a toutes les émissions de camions, est-ce que c'est de sa faute? Bien sûr que non. Est-ce que quand à Dunkerque, on a 100 tonnes d'émissions par habitant parce que vous avez les aciéries, c'est pour l'Europe entière que les aciéries de Mittal de Dunkerque, donc c'est pas la faute des Dunkerquois. Donc il faut bien voir que la comptabilité en émissions, il n'y a pas les bons, les mauvais, c'est plus compliqué que ça. Un territoire d'élevage va avoir beaucoup d'émissions issues de l'élevage, même quand il vient nourrir le Grand Paris. Voilà. Donc il y a un débat aussi sur la transition juste, quels sont les apports contributifs, parce que finalement tout le monde a envie de travailler quand même sur ces sujets-là, à sa manière, mais beaucoup de gens veulent apporter à la trajectoire. Maintenant, comment on répartit les efforts? Et en matière foncière, de sobriété, il y a eu un gros effort de fait qui doit être salué dans les régions pour arriver à se mettre d'accord avec les territoires, à travers notamment ce qu'on appelle les schémas de cohérence territoriale, parce que c'est l'échelle qu'on a pris, donc qui encadre les documents d'urbanisme comme les PLU, pour essayer de les quotas, les budgets fonciers, les répartir et pas forcément de manière symétrique. Certains territoires ont beaucoup consommé, certains territoires n'ont pas beaucoup de besoins, certains territoires vont accueillir des grosses industries demain, des grandes. Donc est-ce qu'on le compte dans leur budget local ou est-ce qu'on le mutualise à un niveau régional en disant c'est un forfait et donc on fait pas, mais même il y a aussi un forfait national pour les grands projets d'intérêt national, comme le canal Seine-Nord, des projets de liaison TGV. On ne va pas comptabiliser les consommations foncières sur le budget du territoire. Donc il y a des formules, si vous voulez, assez compliquées, qui peuvent sembler très sophistiquées, mais qui ont permis qu'à un cas arriver à se mettre d'accord dans un dialogue entre les régions et les territoires pour avoir une sorte de règle du jeu collective qui responsabilise chacun et qui, de mon point de vue, dans les analyses que j'en fais, finalement, c'est assez bien passé et a permis que tout le monde ait un principe de co-responsabilité, en jouant sur plusieurs échelles, une région qui anime ces territoires, qui dialogue avec elle. Et on a un peu les mêmes exercices, comme je l'ai indiqué, sur les zones d'accélération avec, j'y reviens pas, qui attendent maintenant, sont un peu prises au dépourvu quand on entend parler de moratoire. Il y a 3 ans, on vote une loi d'accélération des énergies renouvelables, et juste après, on demande un moratoire. Donc les gens ont un peu du mal à comprendre, est-ce qu'ils travaillent pour rien ou pas? Mais cas à cas, il faut que j'accélère. Beaucoup de communes ont donné, on a plusieurs centaines de milliers de zones proposées, beaucoup sur le photovoltaïque, sur toiture, ombrières, sur les routes, sur des équipements collectifs, un petit peu d'agrivoltaïsme. Quelques éoliennes en plus, mais on voit bien que c'est plus tellement tendance, donc c'est plutôt offshore qu'on veut aller faire maintenant des éoliennes, mais il y a d'autres choses, il y a de la géothermie, il y a des méthaniseurs, etc., il y a du bois, et en tout cas, il y a eu beaucoup de travail de fait pour essayer de faire en sorte que ça soit moins ressenti comme agressif, que ça soit piloté par les communautés locales, les citoyens, et que ça soit pas uniquement des projets qui viennent extraire de la valeur du territoire. On a de plus en plus de projets participatifs qui impliquent des sociétés coopératives, des entreprises publiques locales, etc. Et pour finir, attirer votre attention, qui va faire parler de la résilience, c'est le sujet qui, après l'atténuation, la décarbonation, a préoccupé ces COP, c'est l'adaptation. C'était le thème de l'année, COP qui ont très bien marché. Le nouveau secrétaire général à la planification écologique le disait hier, beaucoup de monde dans ces COP sur l'adaptation. Et bientôt, il y aura les élections municipales et intercommunales. Les élus savent qu'ils ont beaucoup de responsabilités à cette échelle, sur les patrimoines publics, sur les patrimoines privés, sur les réseaux.
Et ce que je voulais montrer ici, c'est, pour faire le lien avec ma préoccupation et ma marotte d'aménagement du territoire, c'est que vous avez la France la plus exposée au changement climatique, en violet sur la carte. C'est grosso modo les façades atlantiques, le Grand Ouest, façade méditerranéenne, la vallée du Rhône, c'est là où se concentrent les populations en France depuis 25-30 ans. Voilà. Donc ce qu'on appelle le U de la croissance. Donc on a une petite équation, c'est que là où les territoires les plus attractifs sont en même temps les territoires qui seront peut-être les moins habitables demain. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, dans ce contexte, effectivement, de descente d'échelle que nous a décrit Nicolas, les travaux d'Alexandre et de Pierre vont permettre d'être complémentaires et de montrer effectivement ce qui se passe aussi sur les territoires et comment ces sujets peuvent être abordés sur des échelles très locales. Alors Alexandre, toi tu as analysé plus une cinquantaine de cas de chantiers de redirection écologique qui sont portés par ou avec des collectivités locales, mais aussi avec toute une série d'acteurs, et tu vas nous l'expliquer. Voilà, est-ce que tu peux nous décrire? Alors je vais mettre la carte. Hop, qu'on a. Tac. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Voilà, une première cartographie qui a été réalisée dans le cadre d'un observatoire. Voilà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu en ressors, pourquoi ces approches existent, qu'est-ce qu'elles nous disent en fait finalement des territoires, et puis quels sont un peu, parfois tu as regardé aussi quels étaient les éléments déclencheurs et le type de chantier de redirection, et nous expliquer bien entendu ce que c'est que la redirection et comment tu l'entends. Avec plaisir, merci beaucoup. Alors effectivement, dans le cadre de ce projet, on a recensé, alors aujourd'hui, 70 territoires, collectivités qui sont confrontés ou ont été confrontés à des chantiers liés à des redirections, des renoncements, c'est-à-dire qui ont arrêté un certain nombre de projets, qui ont renoncé à un certain nombre d'infrastructures, par exemple, du fait de la situation que ces territoires ou ces collectivités rencontraient, en précisant immédiatement qu'on n'est pas dans des cas où il y aurait eu, par exemple, des ZAD ou des protestations, ce qui est aussi voilà, il y a énormément de chantiers concernés par ces possibilités-là, mais là on est plutôt dans un élargissement d'une certaine manière de la grammaire de l'action publique, où des territoires, des collectivités se mettent d'elles-mêmes ou d'eux-mêmes à finalement faire du renoncement une possibilité motivée par les situations que rencontrent effectivement ces territoires ou ces collectivités. Donc voilà, sur des projets récents ou des chantiers récents ou en cours, on en a recensé à peu près 70. Donc là, il faudra qu'on mette à jour la carte qui est présentée ici. Je peux donner quelques exemples pour faire comprendre de quoi il retourne, et en écho aussi à ce que tu as montré tout à l'heure, Diane, à savoir ces publications sur le blog de la Caisse des dépôts où on présente comme ça des cas pour rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc là, on en a présenté 7 jusqu'ici. Il y en a un qui vient de sortir qui concerne l'Ille-et-Vilaine, les contournements routiers en Ille-et-Vilaine. Alors par exemple, évidemment, on peut penser à un cas aujourd'hui qui est un cas assez emblématique, qui est celui de Métabier, qui est bien connu aujourd'hui. Donc cette station dans le Haut-Doubs qui a décidé il y a quelques années maintenant, soit qu'on fasse démarrer ça en 2017 ou en 2019, mais voilà, dans ces eaux-là, de sortir de sa dépendance à la neige, parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'allait pas pouvoir maintenir sa station et l'activité liée à la neige demain, et donc son modèle économique. Et donc plutôt que d'attendre finalement de rencontrer de s'effondrer économiquement, elle a préféré anticiper et donc financer un travail sur le fait de proposer à l'avenir un autre modèle économique et d'anticiper cette sortie liée aux activités touchant à la neige. Donc une démarche assez unique au monde de ce point de vue-là. On peut penser à un territoire qui est celui du Pays de Fayence aussi, qui en 2023, le 31 janvier 2023, après avoir connu une grande sécheresse, comme une partie de la France d'ailleurs en 2021-2022, a décidé de surseoir à la délivrance de permis de construire pour une durée de 5 ans, histoire de garantir la ressource en eau pour les personnes déjà présentes sur le territoire avant que d'en accueillir de nouvelles sous la forme de nouvelles constructions. Ce qui veut dire évidemment repenser complètement l'économie de ce territoire, ses perspectives, et se projeter notamment à l'avenir sur une urbanisation avec une augmentation de 0,1% par an, une fois les 5 ans de l'arrêté passé, ce qui est évidemment beaucoup moins important que ce que ce territoire avait connu. Et quand on sait la place de la construction dans le sud-est de la France, évidemment, ça a des conséquences tout à fait majeures.
Autre exemple, je vais évidemment pas les égrener tous, mais pour vous donner quand même quelques idées, c'est le très beau cas de ce qui s'est passé à Caen-la-Mer, avec la communauté urbaine de Caen-la-Mer, qui en 2023 a renoncé à un projet d'écoquartier sur sa presqu'île, projet de 2500 habitations, 35 hectares qui allait être aménagé. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les données du GIEC d'il y a 10 ans, ou 10 ans plus tôt, permettaient de penser qu'on pourrait construire ce projet, ces habitations, et les données réactualisées, notamment avec ce que le GIEC normand a indiqué, notamment à certains agents qui travaillent pour la société d'aménagement local, montraient qu'en fait, par rapport à ce qui avait été envisagé initialement, le niveau de l'eau allait monter de 80 cm, 1 mètre, 1 mètre 80. On ne sait pas exactement, mais en tout cas, elle est beaucoup trop important pour permettre finalement à cet écoquartier de voir le jour, puisque les gens auraient à minima les pieds dans l'eau 100 jours par an, avec des coupures d'électricité, etc. Donc, c'était plus du tout viable. Et du coup, ils se sont rendus compte que c'était pas viable juste au moment où les lots allaient être alloués aux promoteurs, après 10 ans de travail sur le projet. Donc en général, quand on est à la fin comme ça d'un projet, la tentation de revenir en arrière ou d'arrêter, elle est quasiment nulle. Et bien pour autant, en fait, c'est pas ce qui s'est passé ici, puisque finalement, ça aurait mis tout le monde en difficulté que de faire aboutir le projet. Et donc la décision a été prise de renoncer à ce projet pour imaginer autre chose. Et aujourd'hui, ils sont en train de planifier jusqu'en 2100, ce qui là encore bouleverse un peu les coordonnées de l'action publique. Jusqu'en 2100, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce territoire avec de l'habitat provisoire, avec de la renaturation et différentes étapes qui sont comme ça chaînées les unes aux autres. Voilà, je ne peux pas mentionner tous les cas. Vous retrouvez ça sur aujourd'hui sur le blog donc de la Caisse des dépôts, pour dire qu'à date, on n'a pas forcément de portrait type de la collectivité qui agit. On est plutôt aujourd'hui sur des cas qui sont des cas assez pionniers, donc des acteurs qui se retrouvent en but à une situation inédite par le manque d'eau, par effectivement la montée des eaux qu'on n'avait pas forcément anticipée, par un certain nombre de conditions qu'on pensait tenir pour acquises et qui finalement en fait ne sont plus là et donc ne permettent plus de se projeter dans l'avenir, toutes choses étant égales par ailleurs. Justement, toutes choses ne sont plus égales par ailleurs et donc ça vient bousculer évidemment les coordonnées de l'action publique. Alors on pourrait se dire que le déclencheur c'est la crise, ce qui pose la question de l'anticipation, mais on a des acteurs qui essayent d'anticiper. J'ai donné l'exemple de Métabière. Là, on n'est pas sur un exemple de crise. Parfois, on est sur un exemple de crise sécheresse, mais même dans des exemples de crise, selon que les acteurs sont acculturés ou non, ce ne sont pas les mêmes réponses, évidemment, qu'on peut imaginer. Donc, là encore, les cas sont divers et variés. On pourrait regarder aussi la couleur politique, mais on voit qu'en fait, la couleur politique, elle est là encore très variée. Il y a une couleur politique qui est exclue, mais sinon, c'est des couleurs politiques qui sont diverses. On a des acteurs qui endossent le fait de renoncer. C'est le cas, par exemple, à Caen-la-Mer. Ils ont dit, tant qu'à renoncer, autant valoriser politiquement cette action et parler de renoncement. On en a d'autres dont le renoncement est public, mais qui ne veulent pas communiquer dessus, au contraire, parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est pas forcément très bien vu de renoncer. Ça peut être vu comme le fait de ne pas tenir une promesse, qui peut être parfois une promesse électorale, une promesse d'aménagement, que les coordonnées également concernant l'action publique, notamment celle des maires aménageurs, des maires constructeurs, elles sont encore quand même bien. Il y a encore une symbolique qui est bien là. Donc il s'agit aussi parfois de proposer une autre symbolique. On n'y est pas encore, mais il y a des acteurs qui essaient d'y travailler. Mais de ce point de vue-là, on a des cas qui sont très divers. Et pareil, on pourrait se dire que la question des arbitrages budgétaires, par exemple, permet de distinguer les choses. Mais en fait, on a des acteurs qui profitent parfois d'une situation budgétaire un peu compliquée pour se dire, c'est là l'occasion de procéder à des arbitrages qui vont aller dans le sens de l'écologie, parce qu'on se pose finalement la question de ces arbitrages qu'on ne se serait pas posé autrement. Je vous renvoie notamment à l'interview de Nicolas Perrin du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, qui vient de sortir donc sur le blog de la CDC, qui explique que l'action en faveur de l'écologie et l'abandon de 3 contournements routiers qui ont été mis en place par des élus, en général c'est plutôt des agents qui sont moteurs, là ce sont des élus qui sont emparés des élus écologistes en l'occurrence, qui sont
parler de cette question-là, finalement a profité d'arbitrage budgétaire, alors avec des difficultés qui est quand on veut derrière organiser une convention citoyenne, il faut avoir les moyens de le faire. Donc on a l'arbitrage qui permet de déclencher l'action, mais ensuite on veut la prolonger démocratiquement, et là on n'a plus d'argent forcément pour le faire. Donc c'est des situations qui sont assez ambivalentes, mais c'est intéressant aussi de faire ressortir justement cette ambivalence. Et puis parfois on a des acteurs, au contraire c'est pas du tout l'arbitrage budgétaire qui est en cause, puisque loin que le renoncement soit finalement l'autre terme derrière l'austérité, au contraire on va se trouver contraint de renoncer à des projets qui auraient été la garantie de nouveaux revenus, et notamment de nouveaux revenus fiscaux, comme à Caen-la-Mer. Si on se passe de 2500 habitations, on se passe évidemment des revenus fiscaux qui vont avec. Donc au contraire, ce sont des renoncements qui peuvent être parfois coûteux. Donc là encore, pas de portrait type. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est moins donc de faire émerger le portrait type de la collectivité qui agit face à ces situations nouvelles qui vont encore une fois se multiplier très certainement à l'avenir, se multiplient déjà aujourd'hui. Et c'est plutôt finalement, je dirais, de faire comprendre ce qui se joue, de quoi ont besoin les collectivités qui font face à ces situations, de quel modèle elles ont besoin, mais je sais qu'on en reparlera dans quelques instants, et peut-être de faire en sorte que ce ne soit plus des acteurs qui aujourd'hui sont quand même des acteurs pionniers, parce qu'on ne peut pas s'appuyer uniquement sur des acteurs pionniers, mais qu'on arrive finalement en apportant des modèles, en faisant connaître aussi ce mouvement, en montrant que ça n'est pas quelque chose de honteux, mais qu'au contraire, de mon point de vue, c'est une action extrêmement courageuse et responsable, alors qu'aujourd'hui, toutes les coordonnées ou toutes les attentes vont plutôt dans le sens contraire. Donc de montrer qu'en fait, cette action-là, elle est une action aujourd'hui pionnière et assez remarquable pour abaisser peut-être le coût à l'entrée pour d'autres acteurs qui demain ne sont pas des acteurs pionniers, puisque, encore une fois, ça va se généraliser. Merci beaucoup, et on va compléter effectivement avec alors les travaux qui ont été réalisés par la COP des communs. Donc là encore, vous trouvez, je continue ma pub, mais vous trouvez tous les éléments sur notre site. On a réalisé notamment 2 cahiers de recherche qui sont en fait des petits documents qui permettent de facilement rentrer dans des sujets portés par des chercheurs, avec un objectif aussi de vulgarisation. On en avait réalisé un premier sur les communs et les collectivités locales, c'est-à-dire, mais Pierre va vous expliquer ce que c'est que les communs et l'approche par les communs, et un autre qu'on vient de finaliser là sur l'outillage de la pratique des communs. Et en fait, le sujet qu'on souhaitait aborder avec cette question de l'approche par les communs, c'est l'idée de voir que, en fait, on se rend compte qu'il y a des formes de gouvernance collective et notamment d'usage des ressources qui se multiplient sur les territoires. Et ça, ça aussi, ça dit quelque chose des territoires. Donc, on voulait pouvoir regarder un peu plus dans le détail ce qui se passait. Donc, c'est ce que va nous présenter maintenant Pierre, pour nous expliquer qu'est-ce qui se passe sur les territoires, qu'est-ce que c'est commun, pourquoi à un moment donné il y a des gens qui décident qu'il y a des communs, et comment concrètement. Donc il a étudié toute une série de cas qui va nous présenter, et nous présenter aussi les analyses qu'ils en ont faites. Merci. Je te passe les slides. Ouais, super. Merci beaucoup, Diane. Peut-être pour commencer, juste présenter la COP des communs, puisque on en a parlé, mais on n'a pas dit. C'est une association d'une centaine de personnes physiques, des acteurs et actrices, et des chercheurs et chercheuses qui sont mobilisés par cette question des communs et qui cherchent à en tirer des enseignements pour l'économie sociale et solidaire et pour une transition juste, écologique et solidaire. Donc, elle mène, cette association qui va avoir ses 10 ans, mène à plusieurs groupes de travail, dont plusieurs ont été soutenus par l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts, et qui ont donné lieu à 2 cahiers de recherche, donc que citait Diane. Le premier, je vais revenir très rapidement dessus, c'est donc qui a commencé à interroger cette question d'approche par les communs avec des collectivités locales qui s'intéressent aux initiatives citoyennes qu'elle a sur son territoire ou auquel elle va contribuer à faire émerger, et qui, on a fait une première recherche exploration qui présente quelques cas et qui montre toute l'importance
que jouent ces initiatives. Moi, j'avais cité à la ville de Paris celle qui participe de la résilience sociale, et puis, eh bien, il y en a. Elle participe aussi d'autres formes de transition qu'on a voulu approfondir, notamment sous un angle particulier. C'est la question des quels outils, en fait, les collectivités demandent, mais quels outils pour aller plus loin, parce que oui, il y a quelques petites initiatives, mais en quoi c'est à l'échelle, à la hauteur des enjeux de la transition, et comment on peut mettre ça à l'échelle, quels outils peut-on mobiliser pour aller plus loin. Ce qui était discuté on a eu dans le premier travail l'émergence on a pu voir des premiers outils juridiques, des outils de gestion évoqués, mais pas si approfondis que ça. Et donc, on a lancé un deuxième travail en 2023-2024, en se concentrant donc sur des initiatives collectives citoyennes qui participent d'enjeux environnementaux, d'une gouvernance territoriale avec cette question d'accès aux ressources naturelles, comment des citoyens, citoyennes peuvent faire valoir leur intérêt, leur droit d'usage autour de diverses ressources naturelles. Tu peux peut-être passer la slide pour montrer alors, on n'a pas beaucoup de cas, mais on en a une grande diversité au regard de ce que peut couvrir ces communs. On est allé voir, en fait, dans les ressources naturelles en question, des enjeux de foncier rural, foncier en montagne, avec des enjeux, par exemple, dans le Pays Basque, d'estive, de pastoralisme, des enjeux de forêt, des enjeux autour de l'eau, des enjeux de foncier agricole, mais aussi de foncier urbain, avec des initiatives qui ont avec une large typologie d'initiatives. Alors, je vais donner ici une définition qu'on utilise aussi à la COP des communs pour parler de communs de proximité, parce qu'à chaque fois, on est sur des initiatives qui sont ancrées sur un territoire et un commun de proximité. Il y a un ouvrage aussi de la COP des communs qui revient sur d'autres formes, parce que les communs, c'est dans c'est une notion qu'on peut trouver dans tout un tas de dimensions, pas que l'environnement. Mais un commun de proximité, on l'a défini comme une initiative citoyenne et autogouvernée. Je voulais vraiment insister parce que j'ai pas utilisé le terme encore, autogouvernée. Voilà, les règles sont décidées ensemble, dont la visée est le service de l'intérêt général et dont l'accès reste ouvert. On insiste dessus, évidemment, il y a plein de collectifs qui visent un intérêt vraiment limité et qui ne se mettent pas dans l'intérêt général, mais c'est bien cet intérêt général qui nous intéresse. Et le troisième critère, c'était ancré sur le territoire et respectueuse des écosystèmes dans lesquels elle est insérée. Et toutes les initiatives qu'on voit ici, c'est vraiment à chaque fois des initiatives ancrées sur des enjeux de transition juste, soit pour conserver des pratiques qui préservent les environnements, mais aussi qui cherchent à les adapter, à adapter des pratiques, par exemple en milieu de montagne, dans les estives des Pyrénées. Voilà, on a des pratiques de pastoralisme qui sont nécessaires de maintenir pour maintenir la biodiversité, mais aussi pour adapter ces paysages de montagne. Et puis on a aussi des actions qu'on peut dire de redirection écologique. Par exemple, le Blavet, c'est un canal breton qui va être soumis à une raréfaction de l'eau et qui appartient à la région Bretagne, et un collectif citoyen se mobilise pour penser cette redirection en cherchant à l'adapter. Et on a aussi les enjeux d'adaptation en milieu urbain pour créer des îlots de fraîcheur et d'adaptation des forêts aussi. Et ça, c'est quelque chose, c'est des exemples qu'on a par exemple à l'Ermitage dans l'Oise où s'est posé la question de quel avenir pour ces forêts. Je veux bien passer. Alors, pour continuer sur en fait, le premier exercice qu'on a cherché à faire, c'est face à cette diversité, est-ce qu'on peut créer une typologie? Et oui, ce que j'ai pas cité, c'est qu'on travaille avec des partenaires très divers aussi. On les a tous. On a réuni ces différentes initiatives à Paris, à la Caisse des dépôts, en lien avec d'autres réseaux qui travaillent sur ces communs, notamment la chaire Valcom de l'université Savoie-Mont-Blanc, qui donc chaire valorisation des communs et qui s'intéresse et qui fait un plaidoyer sur les systèmes fonciers collectifs ancestraux. Qui a fait un plaidoyer récemment au Sénat pour défendre ces communs ancestraux qui perdurent et qui existaient bien avant la Révolution française. Beaucoup ont disparu avec la Révolution française, parce que vous savez, les biens communaux ont été pour la plupart soit vendus, soit attribués aux communes. Mais il existe, notamment en zone de montagne, une diversité en fait de systèmes de fonciers ancestraux. Donc ça, c'est une première approche. Et on a continué à regarder d'autres pour classer ces initiatives. On a aussi regardé toutes celles qu'on peut appeler des néo-communs, qui, de la même manière, veulent réinventer de la propriété collective à partir d'un foncier, soit pour l'accès
accès à du foncier agricole pour permettre à l'installation de paysans paysannes sur ce foncier dans des démarches collectives comme se fait Terre de Liens par exemple, ou soit travailler collectivement à une nouvelle gestion des forêts. Et puis je vais passer très rapidement, on avait dans nos typologies, on avait aussi des initiatives qui se concentraient sur une propriété publique, où là on ne va pas recréer de la propriété collective, mais on a des citoyens qui s'investissent pour viser du commun. Je parlais du canal qui appartient à la région Bretagne. C'est un exemple de propriété publique particulier. On a les exemples de fermes urbaines qui sont beaucoup plus fréquents comme type d'initiative. Puis on a d'autres initiatives qui ne se limitent pas à une seule propriété foncière, qui vont viser à préserver des droits d'usage collectifs, notamment parce qu'ils vont se concentrer sur des enjeux comme l'accès à une alimentation durable. C'est par exemple toutes les initiatives de sécurité sociale d'alimentation, mais d'autres types de communs alimentaires visent aussi ces problématiques où il y a un besoin d'accès au foncier, mais il y a aussi besoin d'organiser des circuits de distribution et des solutions de distribution solidaire. Et puis, il y a aussi tout ce qui est associé à l'eau, des parlements de l'eau qui se constituent ou des associations de gardiens et gardiennes à l'échelle de rivières qui se constituent pour revendiquer un intérêt collectif sur ces démarches. On peut passer à la suivante. Donc, je vous disais, notre intérêt, c'était de parler des outils. Et toute la question, là, on a parlé de planification écologique, on a des instruments de politique publique, on interrogeait les collectifs, ils nous parlaient avec des acronymes, avec des SDAGE, des SCOT, des PLU, différents acronymes de la planification écologique. Et nous, on voulait savoir, mais qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre pratique du commun? Je vous parlais de pratique du commun très concrète, Jardinet, c'est pour ça que je mets cette photo d'outils de la ferme urbaine sur laquelle on a travaillé à Roubaix. Voilà, les outils de la pratique du commun, on peut aussi les qualifier de conviviaux en reprenant l'expression d'Ivan Illich, qui sont mobilisés dans cette pratique. Je reprends une citation de David Bollier et Silke Helfrich qui ont écrit Le pouvoir subversif des communs et qui disent: les outils conviviaux sont fondamentalement émancipateurs car ils aident les gens à découvrir et à développer leurs priorités, leurs capacités d'apprentissage et leurs compétences. C'est en faisant ensemble au quotidien aussi qu'on va pouvoir organiser cet autogouvernement qui est la caractéristique des communs. Donc c'est cette question qu'on a voulu explorer. En comment ça s'articule? Évidemment, c'est pas forcément avec des bêches et des pelles qu'on va s'articuler avec des outils bureaucratiques, mais il y a d'autres outils. Et en fait, ces collectifs, ils mobilisent des outils juridiques eux-mêmes. J'ai pas cité, mais dans tous les néo-communs, il y a une effervescence de réflexion sur quels outils juridiques on peut mobiliser pour faire de la propriété collective. Par exemple, les SIC, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, et d'autres outils juridiques qui sont référencés, qui sont conseillés pour construire ces initiatives. Pareil pour les forêts. Et puis il y a aussi un outil très fréquent dans la démarche qu'on retrouve dans toutes les approches par les communs, c'est des chartes, la construction de chartes qui vont permettre d'associer des institutions et des associations, des collectifs. À Roubaix, je vais citer ça rapidement. À Roubaix, cette charte a été au démarrage d'une proposition de collectif citoyen qui voyait une opération d'aménagement qui n'avançait pas. On avait une friche sur laquelle l'aménagement avait échoué. Et cette charte, elle s'est constituée autour d'une vision, d'une vision finalement de redirection écologique de cet espace, où cette vision a été affichée autour de cette friche, sur les clôtures autour de la friche, en disant voilà, en fait ici il pourrait y avoir une ferme urbaine qu'on pourrait appeler la ferme du Trichon, et c'est ça qui est affiché. Et il a fallu donc une charte a été signée avec les acteurs institutionnels il y a 10 ans, et puis il y a une nouvelle charte qui a été signée l'année dernière, il y a quelques mois, pour prolonger ce travail-là, où il y avait déjà un travail des sols qui a été fait grâce à un projet de recherche soutenu par la métropole de Lille. Mais surtout, il y a un jalon qui a été obtenu, c'est que maintenant, le plan local d'urbanisme de la métropole intègre dit que ce foncier de la métropole sera de l'agriculture urbaine. Donc on a réussi à trouver une articulation et peut-être si je peux rapidement, si tu m'autorises, parce que c'est un grand tableau, alors on voit peut-être pas très bien, mais voilà, en tout cas vous le verrez ici. Voilà, pour dire qu'on a exploré ces questions-là sur en 4 dimensions, sur la dimension de planification.
à la fois en gardant les outils de la planification et puis ce que mettent en place les collectifs du design prospectif, par exemple, la construction de visions de transformation, à la fois sur la dimension démocratie, la dimension d'outils de régulation foncière et puis sur la question de financement. Ce tableau, il met un peu en opposition sur la partie gauche une vision par la régulation publique et une vision par la régulation par le marché. On a tendance, quand on réfléchit à ces questions, à les opposer, en tout cas à ne voir que ça, ou à chercher comment on peut faire un équilibre entre les deux. Les communs, c'est vraiment, ça s'oppose pas au marché. Enfin, on répète ça avec notamment Benjamin Correa. Ce n'est pas s'opposer ni au marché ni à l'État. C'est changer un peu de paradigme et dire voilà, ça va pouvoir intervenir entre les deux. Donc, je vais pas décrire je vais pas revenir dans le détail de ce tableau, mais c'était une manière d'aborder chacun de ces sujets en disant voilà, on sait très bien que dans les outils publics et par le marché, il y a des limites. Et on voit des opportunités en allant soutenir, en trouvant des partenariats avec des initiatives collectives, une manière de répondre pour faire une meilleure planification, pour faire autrement de la participation citoyenne, qui ne soit pas de l'animation par une collectivité, mais qui s'appuie sur ce qui existe, notamment sur l'éducation populaire, finalement, qui sont aussi des outils d'émancipation qui vont faire émerger de la proposition citoyenne pour participer à la planification. Bon, je ne vais pas revenir sur la régulation foncière ni sur le financement, même si on est allé assez loin dans ce travail aussi pour questionner la place de ces outils de gestion et les notions de comptabilité écologique qui émergent dans le débat et que des collectifs cherchent à se saisir. En tout cas, c'est ce qu'on a fait avec nos amis du Trichon, où ils ont voulu voir comment la comptabilité écologique permettait de discuter avec la métropole. C'était un premier montrer qu'on peut rentrer dans des sujets assez techniques pour changer les règles du jeu et changer de paradigme par rapport à cette place du commun dans la planification, dans ces enjeux de transition. Merci. Merci beaucoup Pierre. Alors on va laisser du temps après pour les questions, mais on voulait juste finir sur un mot de conclusion en fait pour chacun d'entre vous dans ce contexte. On a parlé d'opportunités, de courage, de planification, de dispositifs, etc. Et vous avez tous des approches. En tout cas, vous avez tous regardé ce sujet de la résilience par des approches différentes. Donc je voulais que vous reveniez peut-être chacun d'entre vous un peu sur est-ce que vous pensez qu'il y a des nouveaux modèles en tout cas des modèles de résilience qui émergent, témoigner un peu de ce que vous percevez de ces modèles et comment est-ce qu'on peut les encourager. On peut peut-être commencer par Alexandre. Merci beaucoup Diane, je vais être rapide pour qu'on ait le temps d'échanger. Effectivement, dans la continuité de ce que vient de dire Pierre, notamment sur des outils au sens large, des dispositifs, je pense qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui à faire émerger des outils, notamment des outils de financement. Moi, il y a une question qui m'intéresse beaucoup, c'est comment est-ce qu'on arrive à financer le renoncement ? Parce qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus nécessaire. On voit qu'en fait, il y a pas mal d'initiatives, contrairement à ce qu'on pourrait penser, où on met déjà en place, ce qui est intéressant d'ailleurs, le financement du renoncement. Alors souvent, ça passe par de la subvention, c'est un peu magique, mais pas toujours. Ne serait-ce que, par exemple, quand on propose à des agriculteurs d'avoir un revenu complémentaires en leur demandant de renoncer à utiliser par exemple des pesticides, qui est quelque chose qui se fait dans certaines régions. On pourrait multiplier les exemples, je ne vais pas le faire ici, des petits exemples au niveau macro qui définissent pas, au niveau micro, pardon, mais qui justement ne définissent pas une politique un peu clé en main au niveau méso, au niveau macro. Évidemment, pour faire ça, il faut se poser des questions, comme les a évoqué Pierre, notamment de comptabilité, comptabiliser notamment les coûts évités. Il faut se poser aussi des questions au niveau comme le dit l'économiste Daniel Agabor, c'est quoi la politique derrière le macro-système financier actuel. Donc, par exemple, penser peut-être le rapport à la dette, penser le rôle des banques centrales, de l'émission de monnaie, enfin, toutes ces questions-là qui sont en fait, je pense, des questions absolument majeures. Et en fait, il n'y a pas ici le macro d'un côté qui flotterait et puis le micro de l'autre. Le micro dépend aussi très directement de ce qu'on peut faire de ces arbitrages et de cette politique qui est menée à ce niveau macro. Donc, il faut arriver justement à se réapproprier. Sur la question des communs, là encore, pas en écho, mais moi je développe aussi cette idée qu'il faut prendre soin des
il y a les communs positifs, mais aussi des communs négatifs. Donc, on hérite aussi sur les territoires d'un certain nombre d'infrastructures, d'un certain nombre de modèles économiques, d'un certain nombre d'éléments qu'on ne va pas pouvoir ou qu'il ne faut pas faire perdurer. Donc, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on en fait et est-ce qu'on arrive à faire de la démocratie et à poser démocratiquement la question des arbitrages autour de ces réalités-là, qui ne sont pas forcément des réalités dotées d'avenir. En tout cas, il faut l'espérer. Mais ça se peut aussi pour les fossiles, par exemple, etc. Et puis donc ça veut dire prendre en compte, comme je disais en ouverture, la question des attachements, qui est une question très importante, qui est une question, je pense, très volatile politiquement, puisque en fait, on va toucher aussi à des modes de vie, on va toucher à des représentations. Je parlais tout à l'heure du maire aménageur. Si on enlève la figure du maire aménageur aujourd'hui, c'est finalement la figure du maire qui est en crise d'une certaine manière, symboliquement. Donc ça, il faut cet exemple-là. Évidemment, ça peut se poser dans tous les domaines et pour tout un chacun. Donc voilà, comment est-ce qu'on arrive à traiter cette question des attachements en sachant finalement, regardant qui va être affecté et comment par un certain nombre de mesures qu'on va prendre ou qu'on sera contraint de prendre à l'avenir pour voir comment est-ce qu'on peut opérer des arbitrages, encore une fois, de la manière la plus juste possible. Donc ce qui demande à savoir comment est-ce qu'on fait pour aller faire remonter ces attachements avec les personnes concernées. Ça ne peut pas se faire uniquement de l'extérieur. Et donc, ça veut dire réinvestir aussi une dimension éminemment démocratique. Autrement, finalement, cette question sensible des attachements, elle va faire l'objet d'attaques d'une certaine manière, comme on le voit aujourd'hui, au titre du backlash écologique. Pour moi, le backlash écologique, c'est justement parce que la question des attachements est en jeu aujourd'hui que c'est exploité par des acteurs qui sont largement des acteurs de mauvaise foi, mais qui y voient évidemment un levier majeur pour leur action politique. Donc voilà, si on ne fait pas extrêmement attention de prendre en compte cette question-là, ça ne fonctionnera pas. Et donc, ça veut dire qu'il faut se poser des questions nouvelles, notamment par rapport, je sais pas moi, aux figures classiques de l'ingénierie territoriale ou autre. On ne peut plus arriver simplement en se disant qu'on parle au nom de l'État, de la science et de la morale. Ça ne va plus fonctionner. Alors, mon modèle de territoire résilient, donc moi je fais un plaidoyer pour l'approche par les communs, donc cette forme de partenariat entre les collectivités et les acteurs publics et la société civile qui va permettre cet autogouvernement. Et je vais prendre comme image, puisqu'on l'a beaucoup, vous l'avez peut-être tous vu, à la COP de Belém, la COP des peuples autochtones qui sont venus à Belém pour dire, nous aussi, on aimerait que vous nous parliez. Alors quand on voit ces peuples autochtones du Brésil ou d'Amazonie, on ne pense pas que ça nous concerne, mais en fait, il faut savoir que ce travail mené par la chaire Valcom, en fait, il rejoint un travail européen de communs ruraux qui signe le même manifeste que ces peuples autochtones, qu'on appelle le manifeste pour les territoires de vie, qui revendique que, quand on a une communauté qui est attachée à un lieu, qui sait définir des règles, elle peut répondre aux enjeux de biodiversité. En fait, ça, c'est reconnu aussi par le LIPBES, le GIEC de la biodiversité, la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité, qui reconnaît un rôle central des communautés autochtones et des communautés locales dans la préservation des écosystèmes, de la biodiversité au sens large, mais de l'ensemble des enjeux. Et je voulais aussi souligner, là je parle beaucoup ça donne aussi l'impression que ça concerne juste des territoires ruraux, mais l'IPBES rappelle aussi dans ses travaux la nécessité du lien entre systèmes urbains et systèmes ruraux, notamment sur la question clé de la biodiversité, mais aussi du climat, qui est l'alimentation. Et finalement, voilà, j'ai commencé en parlant de communs urbains pour la résilience sociale. Je parle beaucoup des communs ruraux pour la biodiversité, mais les deux sont intrinsèquement liés et ces initiatives peuvent faire réseau. C'est un peu ça le modèle pour lequel on essaye de faire un plaidoyer à la COP des communs. Merci beaucoup. Et le mot de la fin pour Nicolas. Tes réactions? Non, je pense qu'on venait dans un monde qui réinvente beaucoup de choses. Après, moi, je suis intéressé par ces initiatives citoyennes qui enrichissent le débat local. Après, je pense qu'elles ont forcément un champ d'expansion limité. Voilà. Et je pense qu'il faut à la fois les soutenir, mais arriver aussi à les combiner. Peut-être là, avec Pierre, on pourra avoir un débat avec ce qui, pour moi aussi, est un commun. C'est le petit débat. C'est la propriété collective, ce sont les biens publics. La commune, c'est ça. La communauté de communes, c'est ça. Et je vais faire prendre conscience que tous ces actifs, ce capital matériel, et là, je rejoindrai ce qui a été dit, il va falloir renoncer. Il y a des territoires qui sont entrés en décroissance démographique.
Ça ne veut pas dire qu'il doit y avoir une décroissance du bien-être individuel de chacun. Déjà, maintenant, l'INSEE retravaille ce que c'est que le bien-être. Ce n'est pas forcément totalement aligné sur le PIB. Bon. Donc, on change un petit peu de métrique, de façon de calculer, de regarder les choses. Et c'est vrai qu'il va y avoir, moi, je voyais à Blois l'autre jour, il y avait les rencontres de l'histoire, j'en parlais avec le président de l'agglo, il y a tout un quartier qui a été démonté par rapport au risque d'inondation. J'étais à Pays de Brest quelques jours plus tard, la communauté de communes, elle rachète des maisons au Prio, avant qu'on annonce qu'elles n'auront plus de valeur dans 2 ou 3 ans. Donc, il va y avoir des dépréciations d'actifs, il y a des actifs à sauvegarder, il va falloir faire des tris, on ne pourra pas tout faire par rapport au changement climatique, par rapport aux transitions démographiques. Et donc, il y a des replis tactiques à organiser en bon ordre. Et il n'y a pas uniquement donc c'est les actifs échoués, si vous voulez. Et il faut aussi donc mettre du commun, mais ces biens communs, ces biens collectifs, ils sont aussi financés par l'impôt. Parce qu'on a quand même un problème d'attribution, de responsabilité. Donc, il faut bien savoir qui est derrière, un bien, un actif, un réseau, qui en a la charge. Impliquer des citoyens dans une logique un petit peu de commun, je trouve ça très, très sympathique, sur tout ce qui va être espace public, etc. On peut faire beaucoup mieux. Après, à un moment donné, les initiatives, les engagements citoyens, ça dure parfois qu'un temps. Et il faut bien savoir, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on en fait. C'est un peu le problème qu'il y a eu dans la ville de Paris. Même sur un peu les jardins partagés, choses comme ça. Donc, à un moment donné, il faut s'assurer de la relève. Donc, je pense qu'il faut jouer ces logiques-là, mais il faut savoir ce qui se passe après le départ des personnes, dans une société hypermobile, etc. En revanche, les biens collectifs qui restent, c'est quand même dans les collectivités publiques. Je pense qu'il faut beaucoup décentraliser. On va socialiser à nouveau le foncier. C'est la logique du ZAN. Déjà, les collectivités reviennent en arrière sur ce qu'elles ont fait pendant 50 ans, c'est de vendre le foncier économique. Donc, il va falloir requalifier les fonciers économiques. On a gaspillé beaucoup de fonciers. Alors, repenser, on remet de la nature un peu partout. On va renaturer, on va revoir les cours d'eau, on va reméandrer là où on alignait, on va refaire des talus. Donc, il y a des modes d'exploitation qui sont pas loin du commun un commun, c'est par exemple le domaine public maritime, c'est le rivage. Personne n'a envie de le voir privatisé, accaparé. Pourtant, c'est convoité depuis longtemps. On a un bel outil qui s'appelle le Conservatoire du littoral, par exemple. Et bien souvent, on installe des gens qui gèrent en commun, des citoyens, des initiatives pour des conventions de gestion. Donc je pense qu'on peut, sur des patrimoines communs au sens public, on peut avoir des modes de gestion, de création d'innovation sociale avec des groupes citoyens. Je pense que ça, il y a des combinaisons intéressantes. En tout cas, ce que je veux dire pour finir, c'est qu'on a des patrimoines considérables de réseaux d'eau, de voiries, de bâtiments publics, qui vont... les réseaux électriques. Enedis, la distribution, c'est le réseau des communes. Elles ont délégué longtemps, elles ne le savaient même plus. Hein. Mais c'est à elles. Mais quand EDF faisait son projet Hercule, il mettait tous les patrimoines publics des communes, il mettait dans la branche qu'il voulait dédier à... Bon, ce projet est abandonné, tant mieux, mais qu'il voulait dédier d'ailleurs à la privatisation. Enfin bon, des choses assez hallucinantes. C'est un réseau constitué historiquement par les communes, concédé à Enedis. Mais Enedis, pour l'entretenir de ce réseau, qui va être stratégique dans les années à venir, c'est 100 milliards. Le réseau de transport, 100 milliards aussi. RTE est en train de faire une grande concertation publique. Ce sera quoi les projets ? Ça, c'est vraiment des patrimoines de la nation. Et certains, c'est des patrimoines des communes, des intercommunalités, c'est des réseaux de transport. Et en effet, il faut être plus sobre, meilleurs usages, optimiser les flux, penser des modèles économiques qui soient un peu plus sobres. Et alors, ce que je dis dans mon deuxième rapport, et je m'arrête là, Diane, pour pas être bavard, c'est que les modèles économiques, parce qu'on est aux journées de l'économie, ils ont été longtemps portés par la croissance démographique, par la croissance urbaine, par l'étalement. On a tiré du linéaire, des réseaux, donc on voyait le débat sur les contournements, etc. Alors sur les mobilités, c'est des sujets un peu spécifiques, parce qu'on a beaucoup de mobilités qui sont en croissance, même dans les territoires en décroissance démographique, on a plus de kilomètres parcourus, etc. Mais sur les réseaux d'eau, si on va vers la sobriété, c'est déjà le cas. Sur l'énergie, on a parfois des réseaux surcalibrés, des réseaux de chaleur qui... Et donc il va falloir... il y a des problèmes de coûts fixes, parce qu'il y a moins de mètres cubes d'eau consommés pour entretenir les réseaux. Donc on a des modèles économiques qui sont pris un petit peu à rebrousse-poil, parce qu'ils étaient beaucoup fondés sur la croissance des consommations des volumes. Et là, on va aller vers des modèles de sobriété. Il va falloir repenser le financement peut-être en réduire. Si on ferme certains quartiers demain, ça sera quoi les lotissements périurbains dans 20 ans ? Il y a certains, à mon avis, il y aura plus grand monde dedans. Donc on va avoir des sujets de choix un peu durs, d'arbitrage, où il faudra trouver des solutions. Parce que je parlais du quartier de Blois, par exemple, il a fallu reloger tout le monde, bien sûr.
Mais le capillaire de tous ces réseaux, avec moins de consommation, les coûts d'entretien, les coûts fixes vont être un peu plus compliqués. Donc il faut réinventer des modèles, je trouve ça assez intéressant. Mais derrière, il y a quand même à la clé aussi des économies de fonctionnement, de coûts, parce qu'on l'a déjà vu, la crise ukrainienne a eu ça de bon, c'est que beaucoup de collectivités, ça a été très bon pour la trame noire, ont baissé l'éclairage public nocturne, ont fait des économies de factures considérables. Donc il y a aussi des belles nouvelles. Et puis les collectivités vont devenir productrices, et là je retrouve le commun. Il faut produire en commun l'énergie de demain, se défaire des fossiles et produire ensemble sur les projets participatifs dont j'ai parlé. Et donc là, c'est là où on voit émerger pas mal de sociétés coopératives d'intérêt collectif, par exemple. C'est dans le bois, mais pas que dans le bois. Il y en a même aussi sur de l'éolien. Et c'est intéressant, ces dynamiques participatives où il y a la collectivité, mais il y a aussi le monde associatif, il y a aussi les particuliers. Et là, on retrouve, c'est du commun, à la fois du public et puis du collectif, qui se retrouve sur ces modèles que je trouve très intéressants. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vais laisser la parole à la salle. On a un petit peu de temps. Est-ce que vous avez des questions, des réactions, envie de partager quelque chose? Allez-y. Alors, vous avez un micro, donc vous pouvez appuyer directement. Oui, merci. Moi, je voulais signaler, donc j'entends maire bâtisseur, et donc il y a un chercheur, Sylvain Grisot. On peut voir sa petite vidéo sur le site de Territoire Énergie Positive, qui a fait sa 15e édition. Donc, vous tapez TEPOS 2025 et donc sur l'urbanisme circulaire. Et donc, lui dit, on n'a plus besoin de maires bâtisseurs, on a besoin de maires réparateurs. Tout à fait, qu'on connaît bien. Oui, bonjour, Jean-Louis Bancel, donc président Fondation Crédit Coopératif et fondateur de la COP des communs. Sur cet élément d'échange et de débat de la relation entre le secteur public, disons, et puis les communs, peut-être ce qui est intéressant de voir, c'est de comparer ce qui se passe avec, entre autres, le cas de l'Italie et ce qui est en train de monter sur la remise en cause de l'État unitaire français. Je pense à l'initiative de vouloir créer un État fédéral. En fait, fondamentalement, c'est le pouvoir d'initiative des citoyens. Alors, en fait, en Italie, il y a une disposition qui permet, constitutionnelle, qui s'appelle donc la subsidiarité horizontale, à un collectif de citoyens de prendre l'initiative dans une commune, disons une commune, de créer quelque chose à partir d'un espace public qui appartient donc à tous, au service de l'intérêt général. Et la collectivité est obligée de répondre. Pas forcément exactement ce que demandent les citoyens. Et donc, c'est la question du pouvoir d'initiative qui déclenche. Et aujourd'hui, ce que je sens monter en France, alors est-ce qu'il faut pour autant aller jusqu'à la proposition de dire il faut arrêter l'État unitaire, il faut faire un État fédéral? C'est globalement la bureaucratie, l'administration française, l'État nous empêche de tout faire. Et alors on a cru s'en sortir avec la décentralisation. On a fait un plat de spaghettis, puisqu'on parle de nos amis italiens, dont on n'arrive plus à se démerder. Et donc renversons la pyramide, entre guillemets. J'aimerais vous entendre sur ce terrain-là, parce que, bon, certes, les initiatives, elles sont petites, etc., mais globalement, les citoyens, enfin, ceux qui veulent faire quelque chose, ils ont le sentiment qu'on les empêche. Donc, ils ont tendance à dire « renversons la table ». Est-ce qu'il ne faut pas faire un peu comme nos amis italiens? C'est une proposition, une idée. Voilà. Merci beaucoup. On va prendre une dernière, puis on va répondre, et après, on reprendra un cycle de questions. Il y avait le monsieur, voilà. Oui, bonjour à toutes et à tous. Santiago Núñez Reguero de l'Université Paris 8 et de la coopérative Elix. Moi, c'était une demande de précision sur l'exemple qui était donné d'un dialogue enclenché avec la collectivité sur la base de la comptabilité écologique, parce qu'on sait de l'importance pour faire advenir les transitions de cet enjeu de compter autrement, de mesurer, d'évaluer, de la valeur d'autres manières. Et du coup, j'étais preneur de précision sur cet exemple-là, éventuellement sur d'autres exemples aussi qu'il y aurait sur ce sujet. Merci. Merci. Alors, on va répondre d'abord à ces questions-là, puis après, je passerai la parole aux autres personnes. Allez-y. Peut-être. Je pourrais peut-être pas répondre à la question. Non, là, je pense sur l'Italie, alors moi, je suis, je dirais, un peu partagé sur le... Alors, le fédéralisme, c'est un peu fort par rapport à l'initiative citoyenne. Le fédéralisme ne me gênerait pas, parce que c'est Jean-Louis Borloo qui porte ça. Après, la tradition française, elle est ce qu'elle est. Déjà, décentraliser notre pays, le régionaliser un peu plus serait déjà bien. Après, je suis pas sûr... décentraliser, régionaliser notre pays plus fortement serait déjà bien.
Il faut s'entendre sur le mot fédéralisme, jusqu'où on serait prêt à aller en France dans un fédéralisme. On a une tradition quand même très unifiée. Qu'on reste unifié, c'est bien. Après, qu'on soit uniformisé, standardisé, recentralisé, me préoccupe beaucoup. Voilà. Nous le sommes économiquement, nous le sommes juridiquement. Puis là, on est au fin d'une séquence politique, je pense, qui nous invite à repenser le modèle par rapport à la verticale du pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Alors après, sur le fédéralisme, il serait protecteur, même sur la planification, parce qu'aujourd'hui, c'est un désordre total au niveau national. Ce qui stabilise un peu le bateau, c'est les territoires et régions qui ne changent pas de politique tous les matins. Je vous dis quelque chose sur... voilà, on fait une loi d'accélération des ENR, 2 ans plus tard, on dit on est dans du stop and go sur tout, il n'y a plus de lisibilité. Et la France est très, très dépendante, ce centralisme. Tout se gèle en ce moment sur les inquiétudes budgétaires. Dans d'autres pays, on le voit, l'Espagne n'a pas de budget depuis 3 ans. Je ne dis pas que c'est bien, mais en tout cas, la vie continue. Nous, tout s'arrête. Donc, il faut qu'on se décentralise, se fédéralise. Après, l'autre question sur les initiatives citoyennes, moi, je trouve qu'il faut que les évolutions de la société, que les changements dans les pratiques locales fassent que ce soit encouragé. Je n'ai pas envie d'une loi. Voilà. Que par le haut, parce que déjà, la loi, moi, j'en ai fait une sur la loi d'aménagement du territoire. On a créé j'ai été un peu le conseil de développement. J'étais commissaire du gouvernement à l'époque, on écrivait les textes, etc. Sur l'expérience du Pays Basque, conseil de développement, c'était plutôt de la société civile organisée, plutôt des grands acteurs, mais il y avait quand même des citoyens. Puis Pays Basque, ça comptait. Bon, on a un peu généralisé un modèle. On a résisté à la pression pour uniformiser le modèle avec façon Césaire, etc. Certains voulaient même les jetons de présence. Bon, pour laisser les élus, avec leurs interlocuteurs, le composer. Certains vont dire, ah, mais ici, là, ça s'est pas bien fait, etc. Mais il faut laisser vivre quand même le terrain. Bon. Et donc, pas caporaliser ce genre de choses. Après, il y a eu les conseils citoyens, tirés au sort, mais on uniformise ça avec des lois. Après, ça marche pas bien, donc on en rajoute. Donc, je pense qu'il faut que ça soit vraiment par les sollicitations, les transformations, les élections dans les programmes des élus, qu'on ait plus d'envie d'aller vers des démarches telles que celles que vous suggérez. Après, les élus qui veulent aller vers ces démarches-là, parfois, ils sont un peu déçus. Parce que là, vous voudrez avoir des vrais citoyens, mais qui est un vrai citoyen? Qui est un faux citoyen? Mais ils voient leurs adversaires battus de la veille, ils voient celui qui convoite le truc, ils voient toujours les mêmes. Donc, dans toutes ces initiatives-là, on cherche. Et beaucoup de gens très actifs, beaucoup de mes amis qui sont très actifs dans les efforts de démocratie participative, d'implication citoyenne, là, ils sont un peu, je trouve, un peu trop marqués par le désenchantement. Vous voyez? Notamment dans les implications dans la durée. Et donc, c'est un vrai sujet de réimpliquer, de refaire du bénévolat, cette richesse-là, qui est toujours présente, mais un peu plus par intermittence. Voilà. Et donc, alors, certains élus ne veulent pas du tout en entendre parler, mais c'est de moins en moins nombreux, ils sont de moins en moins nombreux. La plupart cherchent sur les procédures de plan climat. Mon ancien président, c'était le maire d'Annecy, ils avaient fait une démarche énorme. Ça coûtait d'ailleurs en ingénierie pour aller chercher les citoyens, même les fâchés, les plus fâchés, vous voyez. Qui dit non, mais on n'est jamais écouté. Si, vous venez. Ou un Patrice Vergrit à Dunkerque, qui, pendant le Covid, il a fait un travail énorme, etc. Et il était avec beaucoup de méthodologie pour aller chercher des gens avec des types d'implications. Parfois, c'est juste une participation d'un soir. Puis il y en a d'autres qui prennent des engagements civiques de longue durée. Alors ça, vous avez des typologies. Mais je pense qu'il faut avoir vraiment des approches très territoriales, très bottom-up, et de vouloir repousser ça par des textes, etc. À mon avis, il faut éviter absolument maintenant. Je vais me concentrer sur la troisième question qui permet de répondre un peu aux autres. Pour revenir sur l'initiative de Roubaix, donc j'ai parlé de cette charte il y a 10 ans, dans laquelle elle s'est investie aussi, donc à la fois dans les institutionnels, la métropole de Lille et la ville de Roubaix. L'adjoint au maire de Roubaix était particulièrement présent à tous la charte a créé des conseils de la friche où se réunissent les partenaires. Donc pour dire que c'était juste pour souligner un premier point, c'est que ces initiatives n'opposent pas le citoyen non élu et l'élu. C'est toujours, c'est très souvent, et ça fonctionne très souvent avec un partenariat étroit, même si on a aussi des exemples comme je parlais de la SIC de l'Ermitage, où le partenariat avec la collectivité, une commune rurale, est encore difficile. Mais c'est un effort constant pour nouer ces partenariats et beaucoup d'initiatives sont vraiment portées aussi par des élus locaux. Et je souligne ça parce que si on défend ça aussi, c'est parce qu'on pense que le commun est une réponse à la crise démocratique en permettant, en incitant aussi les élus. Et beaucoup sont intéressés par ces travaux et défendent et participent activement à dire qu'il faut reconnaître cela parce qu'on en a besoin aussi de reconnaître
de jouer ce rôle et qu'on ait des dispositifs pour ça. Je pense dans le débat qu'il y a eu à la chaire Valcom, au Sénat organisé par la chaire Valcom, où des élus étaient un peu indignés qu'on les forme à supprimer les communs ancestraux, les sections de communes. C'est la première formation qu'ils reçoivent et pas à voir quel est le bénéfice de participer à la gouvernance de ces communs ancestraux. Et ceux qui intervenaient, évidemment, se sont investis, ont vu tout l'intérêt. Donc, pour répondre sur la comptabilité écologique, en fait, il y avait une injonction de la métropole de Lille de faire de la mesure d'impact. D'une certaine manière, un SROI, un Social Return on Investment, c'était depuis la première charte, ils demandaient ça, d'avoir un business model. Et donc, on est venu, parce que la COP des communs travaille depuis 8 ans sur la comptabilité commune, notamment avec Jacques Richard, professeur de sciences de gestion, qui a proposé une méthode de comptabilité écologique CARE. On est venu avec un doctorant qui travaille spécifiquement sur les sols parce qu'on a eu l'occasion d'un projet de recherche sur les sols. En fait, c'est aussi un démonstrateur. C'était un sol pollué, partiellement pollué, sur lequel il y a eu des travaux scientifiques sur la dépollution et la restauration des sols. Et donc, on a fait cette comptabilité écologique qui s'est concentrée sur la question de restauration des sols, mais qui qui intéresse beaucoup de monde aujourd'hui pour faire des liens avec le ZAN. Justement, les aménageurs se posent la question de quelle comptabilité permet de réellement prendre en compte cette restauration. Aussi, oui, c'est ça que j'ai pas répondu, c'est aussi, donc là, pour un projet de non-aménagement, on n'est pas justement il y avait un projet d'aménagement, de construction de logements, et il y a eu un renoncement à cette construction pour des raisons. Là, il y a un mur industriel que l'architecte Bâtiments de France refusait de démolir, donc il n'était pas possible de faire le projet urbain. Mais c'est donc comment on finance ce non-aménagement. On en a besoin de restaurer des espaces dans des villes très denses, et en particulier dans des quartiers populaires comme cette ferme urbaine du Trichon. Comment on le finance? Donc ça a été une ouverture à la discussion pour montrer justement que les modèles hybrides, alors oui, il y a eu des financements publics très importants pour une partie de la dépollution, mais en fait, on montre la contribution à la restauration des sols. On comptabilise les efforts qui sont faits pour participer à la connaissance des sols et à leur restauration par l'association en question. Et c'est ça que la comptabilité écologique à ce stade met en avant. J'aurais pu faire de la pub pour la comptabilité écosystème centré, mais c'est un autre cahier de recherche. Oui, je voulais juste dire que vous retrouvez pas mal de sujets en fait sur la comptabilité écologique. Nous, on est partenaire de la chaire de comptabilité écologique d'AgroParisTech et on a notamment sorti un cahier de recherche sur la comptabilité écosystème centré que vous pouvez aussi retrouver. Je passe la parole à Alexandre. Non, c'est juste très rapidement pour itérer par rapport à ce que Pierre vient de dire. Pour moi, faire des travaux aussi auprès de bailleurs, pour voir ce qui se passe aussi dans le champ académique, notamment autour des questions de comptabilité, sur la question aussi des assurances, où là, les coûts évités, évidemment, c'est une question absolument centrale. Qu'est-ce qu'on fait de cette question des coûts évités, avec des bascules sur des logiques de prévention par rapport à des logiques d'indemnisation, mais aussi avec des ONG qui travaillent sur les solutions fondées sur la nature. Et là, justement, il y a l'enjeu aussi de faire reconnaître l'importance de la biodiversité, l'importance de ce que l'on maintient. Finalement, aujourd'hui, il n'y a pas un chantier unique sur lequel on travaillerait sur cette question du ne pas faire et comment est-ce qu'on finance le fait de ne pas faire. Mais en fait, quand on regarde, il y a plein d'acteurs qui, de manière un peu adjacente, ont un intérêt ou une contribution potentielle sur cette question. Et donc, aujourd'hui, on en sent évidemment le besoin. Quand je discute de ça avec des collectivités, on vient me voir pour me dire, mais est-ce que là, il y a des travaux, etc. Donc, on sent qu'il y a un potentiel pour aller sur ces questions, mais que ce n'est pas forcément adressé directement et qu'il y a un enjeu à le faire et peut-être aussi en coordonnant finalement toutes ces initiatives qui aujourd'hui sont un peu éparpillées, justement pour arriver à proposer des outils et des dispositifs qui permettraient d'avancer parce qu'on va en avoir très vite besoin. Alors, il y avait la dame, il y a plusieurs questions. Alors, allez-y, madame. Oui, il y en a 3. 1, 2, 3. Il y a un changement qui est en train de se faire en Tunisie. Et il y a eu de grandes manifestations à Gabès. C'est un site qui est pollué et extrêmement pollué pendant des années, pendant 50 ans en fait de pollution. Et donc les gens maintenant ils demandent, enfin l'argument de l'emploi a été le principal, bref, comme un peu partout dans le sud quoi, ou avant dans le nord je pense. Et du coup ma question je l'ai écrite en fait, c'est comment on peut forcer une redirection écologique vers des systèmes fonciers ancestraux aussi. J'ai bien aimé cette après que l'écosystème soit en quasi-effondrement et dans un contexte de dérive autoritaire qu'est la Tunisie. Et je sais, enfin,
Je sais que c'est en France, tout ça c'est en France et en Europe. Il y a beaucoup de financement enfin, il y a des problèmes, mais il y a du financement qui permet aux collectivités d'agir. C'est pas le cas en Tunisie. Donc l'ESS est un levier, sauf que l'ESS même dépend beaucoup du financement étranger européen. Donc oui, la question des communs, oui, c'est intéressant, mais concrètement, comment on peut le penser pour que on revienne à des choses ancestrales qui marchaient bien, se débarrasser de cet argument de l'emploi, lutter contre le capitalisme, la colonisation, tout ça, voilà. Et comment aider le GABES, voilà, à inventer un autre imaginaire pour cette région magnifique. Merci beaucoup. Alors, il y avait d'autres questions. Alors, voilà, si le micro ne marche pas. Ouais, il y avait la dame et un monsieur. Oui, merci pour ces interventions qui résonnent effectivement assez fortement avec la réalité qu'on peut connaître sur nos territoires. Moi, Delphine Lavaux, je suis entre autres élue locale sur une commune support de station de ski. Donc forcément, voilà, je me retrouve dans les propos d'Alexandre sur les enjeux de redirection. Vous dire aussi, et peut-être le partager, ça me fera du bien aussi, l'isolement aussi et la solitude qu'on rencontre aussi dans nos territoires, parce qu'évidemment, ce qu'on vient de partager là n'est pas du tout le discours dominant et ni porté parfois par les services de l'État. Vous évoquiez la démarche de concertation sur les zones d'accélération des ENR. On s'est senti extrêmement isolé et en plus dans un calendrier extrêmement serré qui, au regard des enjeux, n'était pas du tout à la hauteur voilà, des modes de concertation tels qu'on aurait pu l'envisager. Et c'est vrai que face aux défis qui sont devant nous, l'enjeu, enfin en tout cas la question de la responsabilité évidemment des élus locaux et je pense que c'est important que le discours de la responsabilité aussi change de camp et en tout cas c'est sur cet axe qu'on souhaite orienter nous la prochaine échéance démocratique est quand même celle des élections municipales dans quelques mois, donc sur des enjeux de courage, de responsabilité, d'enjeux aussi à venir expliquer, vulgariser, comprendre et faire en tout cas pouvoir partager la complexité aussi des enjeux territoriaux auxquels on doit faire face. Et pour ça, je m'interrogeais en fait sur les conditions qui seraient aujourd'hui favorables à ce que les pionniers et pionnières en fait d'aujourd'hui, quel serait le point de bascule pour que ces pionniers et pionnières puissent effectivement, dans les modèles qui portent et qui souhaitent développer, puissent devenir les modèles de référence de demain. Et donc pour ça, je vois plusieurs enjeux. Je vois l'enjeu du dialogue territorial. Vous évoquiez la notion d'identité, d'attachement, d'appartenance. Ça me semble évident et d'être aussi accompagné sur les conditions d'écoute et de dialogue territorial. Ça me semble évident, là où on est dans un débat qui est complètement souvent polarisé et difficile de faire coexister toutes les visions et les représentations du territoire. Et puis aussi retrouver de la capacité d'agir aussi ensemble. Et je crois beaucoup à la capacité d'agir sur le triangle de l'inaction, qui est effectivement de dire comment on peut retrouver aussi des formes d'alliance, ce triangle de l'inaction qui considère que c'est à l'autre camp d'agir, que ce soit les entreprises, du point de vue des entreprises, du point de vue des citoyens, du point de vue des collectivités, et qui nous pousse en fait aujourd'hui à une forme d'immobilisme qui est largement aussi renforcé par la peur aussi de nos concitoyens. Et donc pour agir face à cet immobilisme, comment on peut retrouver du pouvoir d'agir ensemble, peut-être en agissant justement dans les interstices, dans la capacité à créer des alliances. Vous évoquiez les SIC, les sociétés coopératives d'intérêt collectif. En tout cas, on a deux exemples très intéressants en Isère sur la SIC Aticora et la SIC Sylvae sur les filières bois, habitat et qui agit sur l'économie d'usage et dans lesquelles aujourd'hui, plus d'une trentaine de collectivités locales ont pris des parts au capital social de la SIC. Et en tout cas, sur les questions d'habitat, qui est relativement prometteuse et peut-être une réponse, une voie pour pouvoir inspirer aussi notre capacité à agir ensemble et faire ensemble en proximité par le pouvoir de la démonstration aussi. Merci. Merci beaucoup. Il y avait une dernière question, puis après on va finir. Merci. On va déborder un petit peu, mais c'est pas grave. Grégoire Fay de l'Université de Grenoble. Je reviens sur la présentation faite par Nicolas Portier sur les documents, les procédures de planification, dont personnellement je ne conteste pas l'intérêt et l'utilité, mais simplement si on se place dans la perspective de la résilience, on peut se dire, vite fait, que la résilience, c'est la capacité à identifier le
plus vite possible les crises et à réagir le plus vite possible, quoi. Or, les documents de planification, c'est des choses qui sont compliquées à élaborer, compliquées à négocier, et qui sont par définition conçues pour s'inscrire un peu dans la durée, pour fixer quand même un certain nombre de cadres. Et on peut se dire qu'à un moment donné, il peut y avoir une sorte de contradiction entre les orientations qui ont présidé à l'élaboration d'un tel ou tel document de planification et puis des réalités économiques, sociales, environnementales, etc. Et donc, ce qui pose la question, en fait, pour aller vite, du contrôle de légalité ou du contrôle de conformité opéré par les services de l'État relativement à ces documents de planification. Et voilà, on a quand même, d'où l'idée qu'il y a peut-être, c'est un peu une question, pour savoir où on en est de ça, un changement de posture et peut-être sans doute aussi de culture de la part des services de l'État. Et ça renvoie, à mon sens, quand même pour on parlait des coûts évités, on est aussi face à on peut dire une sorte de technostructure administrative avec des gens très compétents qui ont été formés dans des grandes écoles, etc., mais qui sont quand même dans une culture du faire. Voilà. Et qui ont quand même un certain pouvoir au sein de cette technostructure. Donc, comment on fait évoluer, en fait, concrètement, des cultures professionnelles, et ça renvoie aussi à la problématique de la formation et du recrutement des cadres, en l'occurrence plutôt du côté de l'État. Alors, merci beaucoup pour vos questions. Peut-être tu voulais réagir tout de suite, Alexandre, à la première question. Oui, merci beaucoup pour votre question, qui est une vaste question, donc je ne vais pas pouvoir aborder tous les points, mais on peut en discuter. Dire tout d'abord qu'effectivement, la redirection écologique, elle s'est pensée au départ pour adresser des problématiques qui étaient celles du Nord global, avant que de dire à d'autres ce qu'il fallait faire, en disant il faut déjà qu'on s'occupe de nos communs négatifs, dont on a l'expérience et qui existe depuis au moins la révolution industrielle, etc., etc. Et du coup, qu'on soit un peu, non pas pionnier, c'est plutôt l'inverse pour moi, une arrière-garde d'une certaine manière pour prendre soin, justement, commencer à démanteler, là où d'autres pays sont peut-être, sans doute d'ailleurs, sur d'autres trajectoires. Ce qu'on voit évidemment dans les COP à chaque fois, hein, et d'ailleurs c'est un élément fort d'opposition entre les pays du Nord global et les pays du Sud global sur la question des responsabilités, des trajectoires à venir, etc., etc. Pour autant, en fait, effectivement, même si moi je suis assez prudent là-dessus, on se rend compte que ça peut évidemment venir inspirer d'autres acteurs. J'étais en Chine il y a quelques semaines et en fait aussi en Chine des problématiques proches de celles de la redirection écologique en fait se posent aujourd'hui, notamment parce que c'est un pays qui a construit énormément d'infrastructures au cours des dernières années et qui a construit aussi beaucoup de vides aujourd'hui dont il faut s'occuper, et il y a un enjeu à apprendre aussi à déconstruire une partie de ce qui a été de ce qui a été fait. Et du coup, quand vous posez la question effectivement du qu'est-ce qu'on fait de ces pratiques autochtones, qu'est-ce qu'on fait de ces pratiques ancestrales, avec la question de négocier évidemment l'héritage de la modernité, c'est-à-dire aussi un héritage matériel. C'est vrai que souvent dans pas mal de perspectives, on va mettre en avant les pratiques autochtones ou les savoirs autochtones un peu comme des réservoirs de solutions. Et la question est assez ambiguë, hein, d'ailleurs, dans les grandes arènes internationales, c'est un réservoir de solutions pour les pays du Nord, sans forcément que ce soit toujours valorisé. En tout cas, la critique existe et elle peut se poser. Il y a quelque chose d'assez ambivalent dans la manière dont ça peut exister. Mais sur place, c'est sûr que c'est une négociation entre un héritage infrastructurel, vous l'avez dit, de pollution qui existe depuis longtemps, qui vont continuer à produire des effets. Et donc, c'est d'une certaine manière, qu'est-ce qu'on fait de cette modernité-là, dont il est difficile de sortir matériellement. C'est vrai que c'était un des enjeux d'ailleurs après la colonisation, ce que rappelle Dipesh Chakrabarty. Il y avait un enjeu aujourd'hui, l'impression que c'est de sortir de cet héritage de la modernité qui est beaucoup mis en avant. À l'époque, c'était plutôt de se réapproprier la modernité aux conditions qui étaient celles des ex-pays colonisés, ce qui n'est pas forcément la même chose. Et forcément, le débat existe toujours, mais matériellement, il y a effectivement tous ces héritages dont il faut s'occuper aujourd'hui. C'est pas du tout évident. Et juste pour aller dans le sens de ce que vous évoquiez aussi sur la question de l'emploi, c'est vrai que c'est là où on a des ambivalences. Alors l'argument de la défense de l'emploi, il peut être mobilisé de manière, avec une bonne foi parfois un peu relative, mais néanmoins en termes d'attachement, on sait, la sociologie nous montre que par exemple des travailleurs aux États-Unis qui travaillent dans des usines chimiques
où ils vont eux-mêmes tomber malades. Souvent, ils votent républicains et ils défendent en fait leur usine parce qu'ils en sont effectivement dépendants. Ce qui peut renvoyer des processus d'aliénation, ce qui est une autre manière de parler des attachements et d'attachements ambivalents, ambigus. Et c'est pour ça qu'on a mis en place tout un travail, notamment autour de Marseille, autour de ce qu'on a appelé une sécurité sociale de la redirection écologique pour permettre justement aux travailleurs et aux travailleuses de poser la question de qu'est-ce qui est produit, pourquoi, pour qui, à quelles conditions, et d'être partie prenante en fait de la discussion de ces finalités-là, parce que jusqu'ici, c'est moins le cas aujourd'hui, depuis 1 ou 2 ans dans les débats actuels, la question du travail dans l'écologie en France revient quand même assez fortement, mais jusque-là, c'était une question qui était quand même assez largement laissée de côté, et en tout cas, les travailleurs et travailleuses aussi, et du coup, un des enjeux, c'est d'arriver à les impliquer. Autrement, effectivement, l'écologie est vue comme ce qui menace l'emploi ou ce qui va être stigmatisé parce que ce sont des emplois qui sont polluants, etc., etc. Et ce double cadrage, politiquement, en fait, il est assez catastrophique, quoi. Donc, comment est-ce qu'on peut échapper à ce cadrage? Évidemment, c'est un enjeu très, très important. Il y aurait plein de choses à dire encore, mais je vais rester là. Mais merci en tout cas pour cette question. Oui, je vais juste répondre sur la question de la formation. D'autant que moi, je suis ingénieur des ponts, donc je suis fonctionnaire et j'ai choisi de faire une thèse pour me former autrement. Et que par ailleurs, je voulais juste dire on avait eu l'occasion de présenter nos travaux à la promotion INET, donc de formation des cadres territoriaux, qui s'appelait Elinor Ostrom. Donc, il voulait comprendre ce que c'était les communs. Et moi, je souligne qu'il faut qu'on avance sur l'ambiguïté sur cette notion de commun. Nous, à la Com des communs, on aime bien parler de biens communs quand c'est pas autogouverné. Donc là, on a parlé beaucoup de biens communs et qui sont pas des communs au sens qu'on donnerait à Elinor Ostrom. Mais c'est peut-être pas suffisant. Et il y a une notion juridique que je pense mérite d'être mieux exploitée, celle de communalité, qui a été explorée dans un rapport de recherche et qui permet de traiter une grande diversité de cas de communs et de biens communs en utilisant, faisant des liens avec des outils du droit. C'est un rapport de recherche de 2021 de Judith Rushfeld et Gilles Martin et Marie Cornu, et qui, qu'on explore aussi dans ce rapport, mais j'en dirai pas plus. C'est pour vous inciter à aller voir et puis en discuter avec plaisir. Et le mot de la fin pour Nicolas. Oui, pour répondre. Enfin, en tout cas, on est à quelques mois d'élections où il y a 500 000 citoyens qui vont rentrer dans des conseils municipaux et intercommunaux. On a reparlé que le congrès des maires, le maire, mais enfin, c'est des équipes. Hein. C'est bien de parler des adjoints de temps en temps et puis voilà. Donc il y a plusieurs formes d'implication, mais déjà il faudra les trouver, ces conseillers et conseillères municipaux. Et ils font le relais avec ils sont de plus en plus aussi sollicités par leur communauté locale. Alors évidemment, c'est des pratiques très différentes en milieu urbain, dense, dans les villages. On a beaucoup de villages en France, c'est une richesse qui coopère maintenant à différentes échelles. Donc il y a quand même une implication citoyenne déjà de premier rang à réussir sur les prochains mandats. Voilà. Sur les sujets de planification, oui, c'est toujours mon sale boulot de présenter toute cette schématologie. Mais elle existe. Et puis on l'a déjà, ça dans mes activités antérieures, on a contribué déjà à la rationaliser. Vous pouvez fusionner un certain nombre de documents, d'essayer de revenir aussi au supplément d'âme du projet de territoire non réglementaire, etc. Après, vous êtes obligé, sur un sujet de renoncement, dans le rapport à l'État, mais l'État, il n'y a jamais personne pour le défendre. Alors, de temps en temps, il faut dire, c'est le punching ball dans tous les colloques. L'État, voilà, même l'État tape sur l'État. Donc, le budget tape sur les ministères dépensiers. Les administrations centrales tapent sur les préfets. Moi, je forme les sous-préfets, ils tapent sur les administrations centrales. Donc, il y a un moment donné, on est quand même bien content de le trouver pendant la crise Covid, l'État. Donc, il faudra quand même qu'on soit prudent. Hein. Après, il y a des abus, il y a des formations, il y a trop de schémas, etc. Bon. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que dans le renoncement, aujourd'hui, ce sont les élus qui tiennent le crayon, des schémas de cohérence territoriale. Alors, il y en a peut-être trop, là, le PLU. Je suis moins convaincu de l'utilité de la superposition. En tout cas, ils ont à les faire et il faut maintenant déclasser. Et je vais dans le sens de mes collègues. J'ai vu des élus, Anne sans doute a eu à le faire, aller voir des gens en disant ton terrain, Pierre ou Paul ou Mohamed ou Polo, il est plus constructible demain. Alors, vous savez, en Bretagne, les plumés, vous n'avez pas connu, non? Vous aviez un terrain, vous avez payé des droits de succession, vous avez payé parfois, pour les plus heureux d'entre nous, vous avez payé de l'IFI sur un terrain constructible. Alors, ce n'était pas des immédiatement constructibles, c'était des terrains d'urbanisation future, mais enfin, il a fallu déclasser des terrains. Ça, on l'a fait à bas bruit. Hein.
Des terrains ouverts d'ailleurs par l'État, quand à l'époque, c'est un sujet d'ailleurs, parce que c'était après Chaban-Delmas, après la loi d'orientation foncière, il fallait baisser les prix du logement, construire beaucoup, et c'était le modèle expansif, voilà, adapté au monde de la voiture, de la zone commerciale périphérique, tout ce qu'on a connu, ce monde... Bon, qui n'est pas à critiquer intégralement, mais qu'on n'a pas très bien déployé, si vous voulez, un peu dans un certain désordre urbanistique. Et puis d'un coup, on dit, c'était dans les schémas directeurs faits par les services de l'État à l'époque. Donc on a ouvert beaucoup à l'urbanisation pour baisser notamment les prix du logement. Et maintenant, on fait alors faisons attention quand même, d'un point de vue de justice sociale, que cette organisation de la rareté foncière, elle ne soit pas socialement un fait d'éviction, avec des valorisations, et que ce soit une rente de situation pour ceux qui sont déjà là. Et ça, c'est un sujet extrêmement sensible. Et même là, on fait des moratoires sur les zones commerciales, je m'en félicite, mais ça donne une rente à ceux qui se sont déjà installés. Et on est sur des tas de monopoles dans les territoires qui sont en train de s'organiser. Donc, si vous voulez, il faut faire attention à ça. Donc, il y a des questions économiques, des questions sociales, des questions humaines, des questions de dépréciation. Un terrain qui n'est pas constructible, il perd tout de suite sa valeur. Donc, alors, comment on compense, comment on ne compense pas, etc. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que la planification, elle est bien nécessaire, parce qu'à un moment donné, ça entraîne de la fiscalité, ça entraîne et sur le ZAN, on va arriver sur des jeux d'apothicaires, sur est-ce que c'est de la... Si vous voyez les réglementations pour savoir comment on compte une terre artificialisée, quelle est la hauteur de terre, de pleine terre, etc., quelle est la couverture végétale. Donc, on arrive à des choses assez hallucinantes. Mais à un moment donné, quand vous fixez comme ça des règles du jeu, c'est sûr qu'elles se traduisent par des schémas, des cartes, des bases documentaires de plus en plus... Alors, autant rationaliser, faire au mieux. Bon, après, je crois qu'il ne faut pas surjouer sur les schémas, les plans. Moi, je préfère les plans d'action très opérationnels. Mais c'est vrai que sur l'urbanisme, sur l'eau, la gestion de l'eau, l'inondation, là, je vous rejoins. Par exemple, j'ai pas mal travaillé cette année sur les SDAGE, les schémas de directeurs d'aménagement des eaux, qui se déclinent en SAGE. Vous avez les PPRI des préfets. Il y a un enchevêtrement de documents. Vous avez aussi, pour être plus agile, vous avez une obligation dans les communes de plans communaux de sauvegarde qui doivent être faits normalement avec les citoyens. Et donc, la culture du risque. Vous avez des outils qui sont là. En effet, si tout d'un coup, il y a l'inondation, demain, vous devez être en réponse. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on a mis à l'abri tel ou tel service, etc. C'est pas un contradictoire, c'est plan agile avec du long terme. Où est-ce qu'on construira demain? Où est-ce qu'on défait à Blois le territoire? Ça doit rentrer quand même des documents concertés qui associent beaucoup de procédures. Et donc, les documents de planification sont nécessaires, ont des procédures qui sont assez lourdes, même si on les révise de plus en plus vite. Mais voilà, il y a divers types de documents pour combiner, me semble-t-il, de l'agilité, de la résilience de crise, avec de la prévention de long terme. Qu'est-ce qu'on va reperméabiliser comme sol? Qu'est-ce qu'on va déconstruire demain? Comment on va se retirer sur le trait de côte parce qu'on fait de la projection, comme ça a été dit? Ça veut dire une organisation de la ville, la repenser. Ça nécessite un peu de documents là qui vont être un peu lourds en concertation. Quand dans des SCOT, on va vous dire, il y a beaucoup d'élus qui avaient très peur de ça, de dire à des gens, non, on a fait des projections, désolé, là, votre maison, ce que je disais tout à l'heure, il va falloir reculer, voilà, elle vaudra rien dans 10 ans, et on va arrêter de construire dans votre territoire, etc. C'est dur à dire aux gens, hein. Voilà. Mais c'est le nouveau moment dans lequel on est. Merci. Alors, un tout petit mot de conclusion par Alexandre qui voulait réagir, et après, on va terminer en retard, je suis désolée. C'était juste effectivement pour aller dans ce sens et dire qu'on peut avoir l'impression qu'on est sur des mesures un peu techniques ou des discussions un peu techniques, mais quand on tire les fils, en fait, les conséquences peuvent être assez vertigineuses. On avait travaillé, nous, pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit il y a 5 ans, avec une entreprise qui voulait anticiper le fait que son secteur, la construction, c'est une entreprise de conseil dans le domaine BTP et l'immobilier, allait devoir basculer d'une économie de la construction vers une économie de la maintenance et de la réhabilitation. Et parmi certaines conséquences qui étaient évidemment à moyen ou long terme, mais qui étaient quand même présentes, c'est-à-dire si on bascule vraiment sur une économie de la maintenance et de la réhabilitation, si on construit moins, si l'accès à la propriété devient plus compliqué, qu'il y a effectivement un bénéfice pour ceux qui sont déjà propriétaires par rapport aux autres, dans un marché déjà extrêmement tendu, peut-être qu'à terme, ça crée une tension trop importante et qu'en fait, il faut se poser la question tout simplement de la propriété privée. Donc, sur des mesures qui sont comme ça, des mesures techniques, des mesures d'adaptation, des mesures qui, voilà, d'une certaine manière, je ne vais pas dire de bon sens, mais de bon sens écologique au regard de la situation qui est la nôtre. Mais si on tire les fils, en fait, très vite, on va rencontrer des conséquences qui sont des conséquences politiques extrêmement fortes. Donc, les choses ne sont pas forcément posées d'emblée en disant, voilà, il faut démanteler le capitalisme, etc., etc. Souvent, c'est des discours qui valent ce qu'ils valent, mais qui n'ont pas forcément une accroche immédiate. Mais si on tire les fils de tout ce dont on vient en train de parler, ce sont des arbitrages, effectivement, extrêmement profonds qu'il faut quand même arriver à réaliser. Quand Pierre parlait de communalité à l'instant, peut-être que ça va aussi dans le même sens. Merci.
Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à nos intervenants. Donc, merci d'être restés aussi tardivement à cette heure où on est censé déjeuner. Vous venez d'écouter un podcast d'Alternatives économiques, une série enregistrée au cours des Journées de l'économie autrement en novembre 2025. Retrouvez tous les épisodes de cette série et nos autres podcasts sur la chaîne YouTube d'Alternatives économiques.